Les ogres de Victor Castanet. Ah, j'ai oublié de mettre le livre ici pour faire dommage. Ah bah oui. Dommage, ouais. C'est, Il est où? Tu veux que j'aille il est chercher sur la table. Non, mais non. Ok. Oui, non, Bah ça va pas prendre longtemps le temps que tu fasses l'intro. non, Putain, mais on dit que les premières secondes du podcast, genre, c'est crucial pour retenir, pour retenir l'audience et tout. Et genre, nous, on est là. Genre, fais un, Non, mais on peut fais un recommencer. effort, Alexa. Et en plus, on est Alexa, chaleureux. à chaque fois. Donc les ogres de Victor Castanet. Victor Castanet, qui est journaliste français et qui est surtout connu, je pense que vous allez me dire tout de suite, ah oui, c'est vrai, pour le livre Les Fossoyeurs, qui a fait scandale parce qu'il dénonçait les dérives des sociétés qui s'occupent des personnes âgées, donc notamment Orpea, je pense que vous connaissez Les Fossoyeurs. Ouais. Oui. Voilà. Et donc là, il a sorti un livre sur les dérives des sociétés qui s'occupent de nos enfants, donc du coup les crèches. Et donc, on va parler des crèches et on va parler surtout du secteur privé. Et on va parler surtout d'un acteur qui s'est particulièrement détaché, qui a brillé dans le privé. C'est l'acteur People and Baby. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les différents acteurs des crèches privées. Voilà, en tout cas, People and Baby. Ouais. Ça va être un peu au centre de ce livre, puisqu'ils ont particulièrement brillé. Quand tu as eu un enfant et que tu as un peu cherché une garde ou je sais pas quoi, tu as entendu People and Baby. Hein. Toi, tu connaissais ? Ouais, je connaissais de nom, quoi. On a failli mettre notre enfant dans une crèche People and Baby. Dommage. Oups. Toi, tu connaissais, Georges, toi qui n'as pas encore... Bah bien sûr, moi aussi j'ai failli mettre mon enfant chez on a les initiés, on appelle ça P&B, tu vois. C'est pour les connaisseurs. C'est pour les... Non mais c'est dans le milieu, oui c'est ça, c'est dans le milieu souvent on dit P&B. Ouais voilà, dans le milieu des jeunes parents, tu vois. Du coup j'ai failli mettre chez P&B, mais j'avais déjà eu des échos. Ok, toi aussi t'avais entendu pas que des bonnes choses. En vrai je connais pas. Oui on avait compris, ouais. Mais ça se trouve, j'ai moi-même été chez P&B, ce qui expliquerait des choses. Ça expliquerait bien des choses. Et ben on va faire ça. Et juste avant, je fais un petit aparté pour dire qu'on a supprimé le Tipeee parce que maintenant, en fait, sur YouTube, c'est bien fait et tout. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, maintenant le Tipeee n'existe plus. Ça se fera sur YouTube. Et donc là, pour l'instant, il n'y a que l'épisode de Hérétique, comme d'habitude, qui est en mode pour les subscribers. Mais on verra comment ça évolue. Peut-être qu'on en mettra d'autres. Et comme toujours, si vous n'avez pas les moyens, vous faites un petit mail à lenectarpodcast@gmail.com, si je ne dis pas de bêtises, et on vous filera on trouvera un moyen de les filer gratos. Fin de la parenthèse. J'imagine que vous avez quand même en tête quelques scandales qui ont touché les crèches dernièrement. Vous en avez entendu parler, c'est quand même arrivé jusque dans les médias. Vous avez des choses à raconter. Ouais, Clem ? Il y a celui horrible où il y a une personne de crèche, je sais pas comment on dit, une auxiliaire de puériculture, ouais, il dit dans le livre, qui a donné de l'eau de javel à un enfant et qui est mort. Et qui est décédé. Ouais, t'en avais entendu parler de ça, Georges ? Ouais. Ouais, donc ça, quand même, c'est quand même arrivé même jusqu'aux gens qui ne sont pas parents. Donc, en effet, ouais, l'histoire, c'est ça, c'est le drame de Lyon. Donc, c'était le 22 juin 2022 où une employée de crèche, donc il l'appelle Myriam J. J'ai pas réussi à trouver son nom de famille. Avait fait boire du produit caustique, donc en effet, c'est un déboucheur d'évier, à une fillette de 11 mois et l'avait tuée. Et donc, c'était dans une crèche People and Baby, justement. Donc, c'est ce sur lequel le livre va taper le plus. Mais c'était quoi l'intention ? C'était genre pour la calmer, quoi. Genre pourquoi tu... Ouais, c'est pourquoi tu... ouais, c'est ça. Genre elle avait l'intention de la tuer ou... Enfin, c'était quoi l'intention ? En gros, ouais, je peux expliquer. En gros, donc juste pour refaire un peu le truc, au début, elle a dit aux enquêteurs que l'enfant avait avalé de la gouache. Puis ensuite, elle a fait non, mais en fait, par contre, c'était pas tout à fait ça. Je lui ai plutôt nettoyé le visage avec le produit caustique. Et ensuite, elle a reconnu qu'elle avait pété les plombs, entre guillemets, à cause des pleurs. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'elle était arrivée en retard. Elle devait nettoyer la crèche et le bébé voulait qu'elle s'occupe d'elle. Le bébé pleurait. Et donc, voilà, c'est comme ça, elle a pété un câble, quoi, entre guillemets. Et elle lui en a donné à boire, quoi. Elle lui a donné à boire, oui.
Ouais, j'en peux plus. Tiens, bois ça. Ouais, c'est ça, c'était pétage de câble, quoi. Oh là là, c'est chaud. Ouais, donc c'est tendu. Et là, Georges, qui aime bien les statistiques et tout ça, en gros, tu vas nous dire, Georges, c'est des choses qui arrivent. En gros, t'embauches quelqu'un et juste il se trouve qu'il est chelou et il pète un câble. Tu vas pas faire enquêter, tu sais, genre en mode CIA sur tous les candidats que t'embauches. Mais en fait, il se trouve que là, pour le coup, même sur ce cas précis, on va voir dans le livre que en fait, c'est pas si étonnant que ça soit arrivé. Donc, voilà, c'est ce qu'on va voir. Et en plus de ce cas précis, on va voir tous les manquements, toutes les économies de bout de chandelle, toutes les entourloupes pour détourner l'argent de l'État, donc de People et Baby. Et c'est un épisode qui sera sous le haut patronat, comment on dit je sais pas comment on dit. Sous le haut patronat du PDG de People and Baby qui s'appelle Christophe Durieux. Qui est vraiment sensationnel, quoi, en gros, qui est vraiment le personnage emblématique du bouquin. Et donc, il va nous faire rire pendant toute la durée de l'épisode. Georges sera fan tout de suite, je vous l'annonce. Et donc, voilà, je pense qu'on a un peu rigolé avec Cricri. Et donc, voilà, donc... on peut dire que les crèches, c'est plutôt un sujet de niche. Comme ça, on peut se dire pourquoi faire un podcast sur les crèches. Même si c'est important, ça concerne les enfants et tout, mais ok, c'est peut-être un sujet de niche. Et en fait, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est... je trouve que c'est intéressant parce que ça vient illustrer une dérive que j'observe un peu partout, qui est cette dérive du low cost. On essaie de trouver de la croissance en proposant les mêmes services, mais pour moins cher, toujours plus optimisé. Et du coup, le service, à la fin, ça devient un peu de la merde. Du coup, les gens qui travaillent là-bas sont un peu déprimés parce qu'ils font pas du bon taf. Les gens qui profitent du service sont mécontents. Et moi, ça, c'est un sujet qui m'intéresse en général. Donc, pourquoi la qualité des services, même si elle s'est améliorée grâce au progrès, pourquoi ça s'est dégradé, en fait, dans l'optimisation des coûts? Et je sais pas si vous avez des exemples, si ça vous parle, ce que je vous dis, cette impression où vous avez que, en fait, malgré tout, il y a une dégradation quand même des services en général. Je sais pas si vous avez des exemples ou cette impression-là. J'avoue, le truc, c'est que... Enfin, tu sais, moi, je veux pas céder au négativisme dans le sens où j'ai du mal... En fait, je suis pas sûr d'avoir une bonne vision de comment c'était avant, tu vois. Et du coup... déjà, j'ai pas l'âge et je me suis pas suffisamment renseigné. Donc, je sais qu'il y a globalement une tendance à souvent dire genre c'était mieux avant. Mais tu vois, pour que je puisse l'affirmer, j'ai besoin de savoir, tu vois, genre il y a 20, 30 ans, comment c'était les crèches, comment c'était les transports publics, comment c'était les écoles, comment c'était, etc. Je suis pas assez renseigné sur le sujet. Tu vois. Bon, sur les écoles, je sais, pour le coup. Mais pourquoi tu dis que tu sais sur les écoles ? Sur les écoles, par exemple, on sait que genre, le nombre d'élèves par classe, il s'est accru, que la charge administrative des profs, elle s'est accrue aussi. En gros, que ce qu'ils font en dehors de donner des cours, ça s'est accru. Donc, en gros, ils ont plus de taf à côté. Et on sait que le niveau des élèves français, dans tous les classements internationaux, il fait que baisser. Donc, la prestation, elle est sûrement moins bonne. Tu vois. Voilà. Ouais, ok. Enfin, ça, je te rejoins là-dessus. C'est un truc où j'ai du mal. Tu sais, t'avais un phénomène. Il y avait des gens qui avaient trouvé un terme pour dire. Je crois qu'ils avaient appelé ça le shifting baseline. Et en gros, tu sais, c'était pour illustrer le fait que chaque génération, en fait, se rend pas compte de la dégradation écologique. Tu sais, tu te rends pas compte qu'avant c'était normal d'avoir des insectes qui s'écrasaient sur ton pare-brise. Maintenant t'en as plus, mais vu que t'as grandi comme ça te paraît normal. Donc je suis d'accord avec toi, c'est hyper dur de se rendre compte de comment c'était avant et tout. Mais par contre, par exemple, un autre exemple sur l'hôpital, tu vois, je pense qu'on se rend compte aussi sur tout ce qui est le soin. Et par exemple, tu vois, le soin soit à la fois public et privé, ça pour le coup c'est un truc où je me rends compte. Genre les délais pour obtenir des rendez-vous chez certaines spécialités, c'est de plus en plus long. Le temps que le spécialiste t'accorde, il est de plus en plus court. Dans les hôpitaux, tu sais que les services sont dégradés. Genre, aux urgences, t'attends des plombes.
Tu sens que les infirmières sont au bout du rouleau. Donc ça, pour le coup, aussi, même chose, je le vois. Mais voilà, à part dans ces deux domaines. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais c'est qu'on sent qu'il y a un petit sujet, même si des fois c'est difficile à quantifier. Bah, tu vois, typiquement, pour prendre un truc qui existait pas avant, mais qui est ultra classique, et je pense que tout le monde l'a vu. Tu sais, t'es chez un opérateur téléphonique, t'appelles le technicien pour qu'il vienne te brancher ta fibre. Il y a 8 chaînes de sous-traitance. Le gars, il arrive. S'il ne te branche pas, il n'est pas payé. Donc, il va débrancher ton voisin. Il va se brancher à la place. Il va te brancher à la place du voisin. Ensuite, le voisin rappelle la même compagnie. Tu as un autre technicien qui vient, qui fait le branchement inverse. Et comme ça, à l'infini. Et toi, tu n'as aucune manière de joindre le N+1 ou je sais pas qui pour que ça change. Et là, typiquement, c'est un domaine où il n'y avait peut-être pas de précédent. Mais tu sens qu'il y a quand même un truc lié au low cost qui est pas tout à fait... Oui, c'est vrai que sur tout ce qui est service client. Ouais, par exemple, ouais. Voilà. Tu vois, genre, je pense que ça peut s'appliquer aux opérateurs téléphoniques, mais à tout et n'importe quoi. Genre, en gros, tout ce qui est service client, ça s'est fortement dégradé parce que ça a été outsourcé ou ça a été réduit, tout simplement. Et du coup, il y a moins de monde et en plus, ils sont ailleurs, quoi. Ils sont dans d'autres pays, etc. Donc, ils vivent pas la même situation que toi. Ils sont pas aussi à l'aise avec la langue, etc. Blablabla. Voilà, donc en gros, sur tout ce qui est service client, par exemple, ou call center, ça s'est dégradé, c'est sûr. Tu vois. Bah voilà, et donc mon point, ça va être... Là, on va se focaliser sur les crèches, mais je trouve que pour moi, en tout cas, c'est intéressant à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau... une nouvelle frasque de People and Baby. Pour moi, c'est intéressant de prendre du recul à chaque fois. On va pas le faire à chaque fois, du coup. Mais peut-être dans votre tête, dites-vous... est-ce que ça n'a pas un lien avec cette nouvelle ère et est-ce que c'est pas des symptômes qu'on pourrait retrouver plus généralement dans d'autres types de boîtes donc ouais, mais tu vois, pour généraliser, il faudrait faire un truc genre cross-secteur, tu vois, parce que je pense qu'il y a des endroits où ça s'est dégradé et aussi il y a des endroits où ça s'est amélioré, même chose, on s'en rend pas compte, quoi. Non mais c'est ça qui est dur. Typiquement, tu sais, dans l'aviation, on a reporté dernièrement un grand nombre de pépins et d'accidents. Il me semble, j'avais entendu ça dans un podcast. Il y a de plus en plus de couilles plus ou moins importantes. Et en même temps, je fais chier tout le monde avec ça. Mais la dernière fois, je suis montré dans un A350. C'est un bête d'avion, tu vois. En gros, non mais... Tu vois, donc en même temps, il y a la technologie qui nous offre des services meilleurs, mais en même temps, il y a un truc chelou de course au low cost. Donc il y a deux phénomènes quand même. Mais du coup, c'est pas évident. Mais voilà. Pensez à ça tout au long de l'épisode, je pense que c'est intéressant. Donc, en introduction, donc le livre commence par une visioconférence avec les numéros 1 de Babylou, Petit Chaperon Rouge, Maison Bleue. Donc là, pour les gens qui connaissent les crèches privées, ça va vous parler. Et la déléguée générale de la Fédération française des crèches privées. Et ils sont un peu en réunion de crise parce que il y a déjà eu 2 livres à charge qui ont été publiés sur les crèches. Il y a eu Baby Business et Le Prix du Berceau, pour ceux qui ont suivi. Et là, il y a celui de Victor Castanet, du coup, Les Ogres, qui va sortir. Et donc, ils sont tous au taquet, réunion de crise, machin. Voilà. Quoi, mais comment il sait qu'il y a eu une réunion de crise ? Ah bah parce qu'il est chaud, parce qu'il est quand même... Il est quoi ? Il est infiltré ? Bah disons que en gros, ouais, ça je l'ai peut-être pas dit, mais Les Fossoyeurs, le livre d'avant, ça lui a apporté énormément de notoriété. Ouais. Et donc les gens maintenant, ils le contactent un peu par défaut pour lancer l'alerte sur un peu tous les sujets. Et clairement, il a des oreilles partout, quoi. Okay. Et ouais, le nombre de documents qu'il a réussi à obtenir, des enregistrements de visioconf, de transcription d'emails et tout, c'est incroyable. Ok. Ah ouais. Donc ouais, ok, c'était intéressant de faire cet aparté. Donc voilà, donc il a la réunion complète. Hein. Donc ils sont en réunion de crise parce que son livre va sortir. Et donc ils sont là pour préparer des éléments de langage et un plan de communication. Et Christophe Durieux, on en parlait tout à l'heure, qui est le PDG de People et Baby, et le personnage principal de cette histoire, il a été exclu de la fédération en 2011 pour pratique déloyale, mais voilà, c'est vraiment en plein dans le personnage. Lui, il n'est pas présent.
Et donc, les petits chaperons rouges sont confiants. Donc, le PDG, il dit on a les meilleures agences de com, Publicis, Nocom, Tadeo, Image 7, Havas. Donc, lui, il est confiant. Il propose d'attaquer les auteurs et les maisons d'édition pour les calmer. Et il dit si on se rend compte après coup qu'il n'y a pas d'éléments, au pire, on pourra juste retirer la plainte. Je trouve ça hyper intéressant, tout ce qui se passe dans la réunion, quand même. Il propose aussi, ça c'est hyper drôle, de se décharger sur le gouvernement en disant c'est pas de notre faute, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de personnel qualifié disponible. Et là, tu as la déléguée générale de la Fédération française des crèches privées qui intervient et qui dit j'ai discuté avec la ministre Aurore Berger, donc c'est Solidarité et Famille, et on a passé un pacte de non-agression. Et donc en gros, si nous on tape pas sur le gouvernement, eux, ils vont y aller mollo sur nous et ils vont pas taper sur nous. tout me cringe. Enfin, c'est normal, hein, mais tout me cringe, en fait, depuis tout à l'heure. Et en plus, après, ils se permettent dans la réunion de commenter sur les membres du gouvernement en disant « Alors, elle, ça va, elle est rationnelle, je suis pas inquiet. » Donc, comprendre, voilà, elle est avec nous. Et ensuite, ils disent « Ah, elle, par contre, il faut bien l'encadrer pour éviter qu'elle dise des conneries. » Et je dis tout ça parce que tout me cringe, en fait. Georges, tu vas dire c'est normal. Mais je suis hyper mal à l'aise avec ça. Et donc, ok, tu prépares un plan de com, pourquoi pas. C'est un peu curieux de vouloir redorer le blason de quelqu'un qui fait de la merde avec les bébés des gens, mais ok, tu vois, on n'est pas chez les bisounours. Le plan de com, il est construit avec le gouvernement dans la boucle. T'as envie de dire ok. Y a les lobbyistes qui connaissent les membres du gouvernement, qui est sympa, qui est pas sympa. Les lobbyistes, quand ils sont confrontés à des membres du gouvernement peu coopératifs, apparemment, ils essaient de les décrédibiliser auprès d'autres parlementaires en leur expliquant que oui, en fait, il est nul sur tel et tel sujet, il n'a pas compris. Donc c'est normalement, c'est apparemment ce qui est arrivé à Jean-Christophe Combe, qui était avant Aurore Berger. Y a des membres du gouvernement qui reportent les lois de leurs collègues pour en tirer profit quand eux, ils seront en poste. Ils parlent d'agences de com qui proposent, entre guillemets, de faire du cinéma. C'est-à-dire, en gros, ils disent à la ministre, tape du poing sur la table, convoque les crèches pour les recadrer et les secouer. Et en fait, c'est juste une rencontre à l'amiable, mais c'est le temps que BFM TV il passe à autre chose, quoi. C'est horrible. C'est genre les mecs qui débarquent dans la salle de réunion, ils ont un chronomètre, ils sont tous là, ils attendent. C'est bon, on peut sortir. Genre... Mais limite, c'est ça. C'est un peu surréaliste. Ouais. Et dernier point qui m'a fait cringer, c'est les agences de com qui ont aussi un accès aux oreilles des ministres, ils disent. Donc, les DIRCAB et tout ça. En gros, il donne un exemple où c'est très probable que l'agence de com Tadeo ait fait décommander une intervention au JT de TF1 de la ministre, par exemple, parce que Micheline de Tadeo a été embauchée parce qu'avant, elle travaillait au ministère, elle a un carnet d'adresses et machin. Donc, en gros, la fille qui travaille à l'agence de com Tadeo, ils l'ont débauchée du ministère. Et du coup, elle a des copines au ministère et en gros, du coup, Tadeo, ils sont vachement prisés parce qu'ils ont des contacts là. Enfin, juste ça me met ça me met tellement mal à l'aise. Enfin, ouais, mais tu après, comprends. Ce que je veux dire, c'est que faut qu'on rentre un peu dans le détail de ce qu'il a reproché, etc., avant que je puisse m'offusquer, quoi. Ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait une corporation qui défend ses intérêts, ça me paraît normal. Et aujourd'hui, la manière dont on défend nos intérêts, c'est par de la com et du lobbying. Et après, on peut rentrer dans le détail de comment on fait de la com et de lobbying. Mais en gros, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et après, le principal truc qu'il faut faire, c'est accroître le niveau de transparence. C'est-à-dire là, on sait parce qu'il y a un journaliste d'investigation qui a reporté ces trucs-là. Mais normalement, on devrait savoir par défaut qu'il y a ce genre de réunion, que c'est ça qui s'y passe, etc. Donc, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est qu'il faut accroître le niveau de transparence sur les efforts de lobbying auprès de nos gouvernants et sur... les liens entre les entreprises et les médias. Mais sinon, à part ça, ça me choque pas, quoi. C'est normal de faire ça. Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. Toi, t'es orienté solution. Mais je trouve que rien que le fait de le raconter, pour moi, ça transforme une espèce d'image que j'avais en tête un peu brouillée de ce qui se passait, où c'était pas clair.
Oui. où en gros ça le focalise et je le vois beaucoup plus maintenant. Et ouais, ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Enfin, du coup, c'est Oui, et beaucoup puis plus c'est clair toujours- pour moi. Et vas-y, ouais. Oui, et puis c'est toujours bien d'avoir le détail pour voir le niveau Ouais. de cynisme des types. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que Ouais, ouais. parfois, la manière dont est reporté quelque chose, ça présuppose une mauvaise intention ou du cynisme, mais c'est pas systématiquement le cas. Tu vois. Il y a des fois où c'est le cas, et il y a des fois où c'est juste une réunion de travail. Tu vois, genre, toi, t'es l'État, j'imagine que tu contribues grandement au financement des crèches, qu'elles soient privées ou publiques, et du coup, tu as des relations avec ces acteurs-là, et donc tu leur parles régulièrement. Donc, toute réunion n'est pas nécessairement suspicieuse, et n'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais complètement. Non, mais complètement. Mais même, je suis sûr que les gens qui sont à cette réunion, ils sont convaincus de faire du très bon taf et ils n'ont pas envie qu'on fasse qu'on les. Qu'on les. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a du cynisme, il y a du cynisme, il y a de la malveillance, il y a de la protection de proches, enfin il y a du clientélisme, tu vois. Mais faut pas présupposer que c'est ça par défaut, quoi. Non, mais ça j'ai pas de problème avec ça, pour le coup, ouais. Et il y a un dernier point qui finit d'illustrer le truc, qui est intéressant aussi. T'as un député LFI, William Martinet, qui demande à un moment la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la problématique des dérives des crèches privées. Donc ça, je vous dis ça, c'est à la fin du bouquin. Et il se trouve que les macronistes, les LR et le MoDem votent contre la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet-là. Mais ça passe in extremis. Donc, chais. Et le duo, Aurore Berger et sa copine de la Fédération des crèches, arrivent par une subtile maîtrise des rouages de l'Assemblée nationale à transformer cette commission d'enquête sur les crèches privées en commission d'enquête sur les crèches en général. Et donc ici, la stratégie, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'en gros, plus tu élargis le scope, plus ça devient compliqué pour les députés d'enquêter. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, encore une fois, par un subtil maîtrise des rouages de l'Assemblée nationale, ils arrivent à mettre 2 macronistes à la tête de la commission d'enquête. Et évidemment, les syndicats sont furieux parce qu'ils disent, mais comment tu peux mettre des gens qui étaient contre la commission d'enquête à la tête de la commission d'enquête? Voilà, donc Aurore Berger nie en bloc. Mais j'avoue, ça c'est intéressant, tu vois. Et ça, tu vois, ça, je trouve que c'est une réflexion beaucoup plus intéressante. Genre, comment se fait le contrôle sur notre gouvernement? Un des leviers de contrôle, c'est les commissions d'enquête parlementaires. Et tu vois, moi, j'ai aucune idée de comment ça se forme. En fait, tu sais, quand tu dis ils ont voté pour, ils ont voté contre, je sais pas le seuil à partir duquel tu peux créer une commission d'enquête. Oui, moi, je découvre. Je sais pas non plus comment tu désignes les présidents des commissions d'enquête. Tu sais, t'as dit un truc de subtil rouage, machin, je sais pas comment ça se passe. Donc, tu vois, ça, je trouve ça plus intéressant de comment on améliore le système pour qu'il y ait un contrôle plus efficace de nos gouvernants. Un des leviers, c'est le truc l'enquête parlementaire. Et comment ça se construit, comment ça se fait, ça, je trouve ça stylé, tu vois. Ah ouais, grave, mais tu vois, ce petit truc de connaître les rouages de l'administration et comment tu peux faire en sorte que machin, ça c'est quand même. On s'y attend, mais c'est quand même, quand tu le vois, c'est intéressant. Et donc, Aurore Berger nie en bloc. Donc, Aurore Berger qui est ministre de. C'était ministre de. Alors, je pense qu'elle ne l'est plus, hein, évidemment, mais. T'avais dit quoi? Affaires familiales et je sais pas quoi? Ouais, c'est ça. Aurore Berger, c'était Solidarité et Famille, ça s'appelait. Okay. Et donc, voilà. Donc, en même temps, elle n'allait pas dire ouais, je vous ai bien baisé. Et apparemment, ça, c'est très drôle. Tu as sur YouTube Christophe Durieux qui est convié avec son épouse Odile à l'enquête parlementaire. Et alors, je me la suis pas tapée, mais apparemment, masterclass, quoi. C'est-à-dire qu'il les balade pendant 1h30, d'après Victor Castanet. Masterclass de Durieux. Donc, si vous avez le courage, allez checker. Mais voilà, en introduction, c'est ces petits trucs-là avec le gouvernement qui sont décrits. Et je trouve que ça donne du volume, ça permet de voir un peu mieux les rouages du truc, quoi. C'est intéressant. Et donc, la première... Ouais, vas-y. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, genre à ce stade, moi, je comprends pas pourquoi le gouvernement défend les crèches, tu vois, quels sont les liens entre eux. Ah oui, non, mais complètement. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Donc la première grosse partie, c'est les frasques de People and Baby. Et j'ai essayé de découper, c'est-à-dire que pour l'instant, on va pas toucher directement aux enfants, quoi. C'est juste les frasques de l'entreprise en tant qu'entreprise, quoi. Et donc, pour expliquer le premier point, il faut que j'explique un peu comment ça marche une crèche privée. Et donc une crèche privée, soit tu fais ce qu'on appelle des DSP, c'est des délégations de services publics. Et là, c'est quand tu travailles avec l'État. Donc en gros, l'État, ou plutôt une autorité publique, va te déléguer la responsabilité de la crèche, donc à la crèche privée. Et donc il y a un appel d'offres qui est émis par l'État. Et tu sais, ils disent, nous on cherche une crèche, un opérateur privé pour avoir une crèche dans notre ville. Et donc tu as un appel d'offres et il y a les différents opérateurs qui viennent. Et ils disent, moi je propose ça, ça, ça et ça. Et puis ça coûte 4 000 € par an et par enfant, par exemple. Et à la fin, de l'appel d'offres, tu choisis quelqu'un. Donc ça, c'est les crèches privées vis-à-vis de l'État. Et après, tu as un truc qui rapporte beaucoup plus, c'est quand la crèche privée travaille avec une entreprise. Et donc les entreprises sont demandeuses de pouvoir réserver des places dans les crèches pour pouvoir les proposer à leurs employés. Et donc là, typiquement, l'ordre de grandeur, ça va plutôt être 10 000 € par an par place, par exemple. L'Oréal, c'est 25 000, par exemple, par an. Ah ouais. Pour une place. Ah ouais, ok. Voilà. Fun fact, la crèche de Matignon, c'est 3 000 €. Donc ils ont vraiment une crèche de merde. Donc on peut pas leur... Soit de merde, soit bien subventionné. Non, on peut pas leur jeter la pierre de se mettre au-dessus. Mais je sais pas pourquoi Victor Castanet, il le tourne dans le sens, même eux, ils ont décidé de faire ça, c'est bizarre. Enfin bon, bref, en tout cas, on peut pas leur dire qu'ils se mettent au-dessus du peuple. Donc ouais, c'est en gros, du coup, c'est 4 000 avec l'État et c'est 10 000 avec l'entreprise, l'ordre de grandeur. Par enfant, par an, c'est ça? Par enfant, par an. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est, par exemple, sur l'entreprise, là, quand l'entreprise te paye 10 000 €, donc paye 10 000 € à People and Baby, en gros, l'État te subventionne à 75-80%. Donc c'est beaucoup. Enfin, c'est très défiscalisable. Subventionne qui? L'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas vraiment payer 10 000 €. En fait, elle va payer 2 000 €. Quoi. Ah oui, ok. L'Oréal, elle va subventionner. L'État subventionne L'Oréal parce que L'Oréal prend des berceaux chez People and Baby. Sur les 25 000 € que L'Oréal va payer, en gros, ils vont être subventionnés à 80% par l'État. Enfin, c'est défiscalisable à 80%. Ok. Voilà. C'est l'État qui en et c'est à 80% que c'est défiscalisable. Voilà, ouais. Des fois, c'est marqué 80, des fois, c'est marqué 75. Ok, oui, bon, plus de 75, enfin au moins 75. Et sans plafond, alors là, à prendre avec des pincettes, en effet, par berceau, il n'y a pas de plafond. Par contre, je crois que par entreprise, tu es limité à un chiffre. Il me semble que c'est 500 000 €, mais double check. Oui, parce que 25 000 boules par enfant pour L'Oréal, il s'enflamme un peu quand même. Voilà, mais donc en fait, c'est pas. D'ailleurs, c'est une des failles, c'est que c'est pas limité par berceau, c'est limité par au total. Voilà, okay. mais vérifiez le chiffre de 500 000, mais il me semble que c'est 500 000. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu. Donc juste pour répéter, en fait, la manière dont on gère les crèches et la garde d'enfants en France, si on enlève les assistantes maternelles, donc si on fait les crèches, il y a deux modalités. Il y a la délégation de service public, donc tu fais un appel d'offres, tu dis je suis prêt à payer 4 000 € par enfant par an, voilà, répondez-vous, entreprise privée. Et après, potentiellement, il y a d'autres conditions dans l'appel d'offres, mais voilà, c'est à peu près ça, en termes de budget. Et soit tu dis, c'est vous gérez tout seul les privés, et dans ce cas-là, les entreprises, elles payent un montant annuel à des crèches privées pour réserver des places d'enfants, sachant que ce montant annuel est défiscalisable à 80%. Oui, c'est ça. Par contre, il y a des crèches privées et des crèches publiques. Hein, ça, tu il y a un troisième truc, c'est les crèches publiques. Là, c'est opéré par l'État. Hors DSP, quoi. C'est ça. Opéré par l'État. Ah oui, il y a des gens payés par la mairie, etc. C'est des crèches d'État. Et là, c'est des fonctionnaires qui s'occupent de... Ah oui, ok. Donc en fait, il y a deux trucs. Il y a le public qui est opéré par l'État et il y a le privé. Et le privé se divise en deux. C'est DSP ou privé-privé, quoi. Exactement, ouais. C'est ça. Ok. C'est ça. Et voilà, exactement. Et donc, une fois qu'on a compris ça... Et on sait, juste par curiosité, on sait dans les...
bon, j'imagine que c'est comme ça qu'ils ont calculé leurs 4 000 € là, dans le cadre d'une DSP. Mais on sait combien coûte un enfant par an dans les crèches publiques? Non, ça, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. J'imagine. Je suppute par que contre, ça doit coûter aux alentours de 4 000 et c'est pour ça qu'ils mettent 4 000 dans le DSP. Non, Sinon, non, ce serait... après avoir lu le livre, si je devais parier, prenez ça avec des pincettes, je pense que c'est... Enfin, 4 000, c'est du low cost déjà. Hein. Ok. Juste pour donner un indicateur, 3 000, 4 000, ça commence à vraiment être vraiment low cost. Quoi. Enfin, là, c'est que tu as des acteurs privés qui sont en train de s'arracher la gueule. Donc, c'est pas 3 000, 4 000, normalement, quand t'es public. Ouais. J'ai un niveau de confiance assez élevé dans ce que je dis pour avoir vu tous les ordres de grandeur dans le livre. Donc voilà. Donc évidemment, ce système. Et juste, ouais. Pardon. Et juste, on comprend pourquoi le système est fait comme ça. Genre pourquoi il y a pas juste des crèches publiques partout. Enfin, j'ai mes hypothèses, tu vois, mais genre pourquoi on a créé un système comme ça. Oui, c'est clairement pour. Enfin, quand tu fais rentrer le privé, c'est parce que tu as envie d'avoir des choses moins chères, tu as envie qu'il y ait de la concurrence, quoi, en fait. Donc là, justement, oui, l'État avait donc envie de payer 4 000 en gros, €. Oui, au lieu de en gros, l'État s'est dit, dans le cadre de mes crèches publiques, je paye X € par enfant, j'aimerais réduire ce montant, je vais faire entrer du privé, voir si ça va me coûter moins cher. Exactement. Okay. Ah ouais, ok. Exactement. Et après, il y a aussi une notion qui est de... en fait, on était en manque de crèches, et le privé, ça va plus vite quoi, pour installer les locaux, recruter les gens, mettre en place les infrastructures. Il y a aussi une notion de vitesse. J'aurais pensé à ça d'abord. Quoi. Non, mais c'est aussi et surtout le prix. Hein. Okay. Donc c'est prix et vitesse, ouais. Et donc voilà. Ça permet de planter le décor et de comprendre comment ça marche. Et donc évidemment, ce système, il est détourné par les crèches privées de plein de façons que je vais citer. Par exemple, la première, c'est que tu vends des places d'entreprise à des gens qui sont à leur compte. Donc par exemple, tu as un témoignage de parents qui appellent la crèche People and Baby, qui ne tombe pas sur la crèche, mais tu sais, t'es redirigé vers une commerciale. La commerciale leur explique qu'il n'y a plus aucune place et que c'est la merde. Et après, elle fait « Ah, en fait, vous êtes médecin. Je peux vous proposer un berceau d'entreprise à 14 000 €. » Et tu vois que la commerciale, elle a peu de race dans le sens où elle passe faire signer le contrat directement à la clinique, au responsable de la clinique, sans avertir les parents. Et quand les parents viennent déposer leur enfant en crèche, ils apprennent que la crèche est vide et que ça ne servait à rien de prendre un berceau entreprise. Voilà. C'est une anecdote, mais voilà, tu vois que voilà, c'est un peu un... J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Ça servait à rien de prendre un berceau entreprise? Disons que c'était pas vrai que la crèche était remplie. Était remplie, ouais. D'accord. C'est une anecdote, mais c'est pour dire, voilà, c'est un peu un monde de requins. Les places entreprises sont très prisées. Et il y a 2 points ici dans ce qu'il faut retenir, c'est que fallait y penser que les berceaux entreprises qui coûtent cher, c'est potentiellement des gens qui sont à leur compte, déjà. Et ensuite, tu as un peu le côté exploitation des parents qui sont vulnérables, qui sont fatigués, qui n'ont pas le temps de chercher une crèche, qui s'inquiètent pour leur enfant, est-ce qu'il va réussir à se faire garder, et qui du coup payent le prix fort, alors que 14 000 €, c'est quand même beaucoup, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le point numéro 1, admettons. Comme autre dérive de système, tu as par exemple les membres de la direction de certaines petites entreprises qui évidemment vont pas proposer des berceaux à leurs employés, mais qui vont en prendre pour eux, parce qu'ils ont les moyens. Donc ça, c'est aussi intéressant de le noter. Et ça représente 60% des berceaux d'entreprise. 60%, c'est beaucoup. C'est-à-dire 60% des berceaux d'entreprise, c'est pour les cadres dirigeants de ces entreprises. C'est le dirigeant de l'entreprise qui l'a pris pour lui et qui n'a pas... Ah oui. C'est pas spécialement pour ses employés, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est juste le dirigeant ou c'est les cadres dirigeants ou jusqu'à combien ça en descend? Je sais pas, c'est pas précisé. Mais là, tu vois, il dit c'est le dirigeant, c'est pas pour ses employés. Et il dit si tu connais un gérant, aussi, tu as le droit de le faire parce que c'est pas nominatif. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il englobe dans les 60%, mais
Enfin, en gros, 60%, c'est pas L'Oréal, quoi. Enfin, tu vois, c'est des berceaux uniques des dirigeants, quoi. Si j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Tu as aussi, et ça commence à devenir quand même tendu, c'est les berceaux d'entreprise qui sont vendus en avance. C'est-à-dire que, imagine, tu as besoin d'un berceau en septembre, mais la crèche privée va te dire, bah écoute gros, c'est cool, mais nous, on va pas ne pas prendre de bébé à partir de mars, juste parce que tu veux un truc en septembre. Enfin, on va pas te le réserver. Ce qui, jusque-là, fair enough, tu vois. Et ils disent, bah du coup, tu dois payer de mars à septembre pour que on te réserve la place. Jusque-là, c'est le game. Mais le truc, c'est qu'il faut se rappeler que c'est subventionné par l'État. Et donc, l'État est en train de payer juste un acteur privé pour avoir un berceau vide, quoi. Ce qui est quand même un peu tendu, quoi. Donc ça, c'est une troisième manière d'exploiter le système. Une quatrième, c'est que ça rapporte tellement un berceau d'entreprise que, en gros, tu vas avoir tendance à rajouter un berceau dans une crèche où c'est saturé. Et donc, tu vas monter à beaucoup plus d'enfants que tu n'as d'encadrants. Et donc, c'est tellement répandu comme pratique qu'apparemment, sur le site de People and Baby, aucune crèche n'est indiquée comme pleine. Pour que les gens, ils appellent. Ils demandent quand même. Et dans le doute, ouais, voilà, ils vont, tiens, je vais quand même te trouver une place, allez, pour 20 000 balles, tu vois. Voilà. Donc, il y a ça. Et le dernier que j'ai mis sur cette histoire, ça rejoint un peu celui que j'ai dit avant, mais en gros, ça peut monter jusqu'à, par exemple, ils citent des montants de type 27 000 €, parce qu'en fait, t'as des familles qui ont les moyens, et en fait, du coup, elles ont une place en crèche, alors elles ont les moyens, c'est cool. Par contre, je sais pas si la communauté a vocation à leur payer 80% de ça, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est un peu bizarre, quoi. Donc, voilà, c'est dans la catégorie des frasques et des détournements. Ouais, mais parce tout ce que système, du coup, attends, c'est pas tout à fait clair pour moi, parce que genre quand t'as un berceau d'entreprise, enfin quand il y a une place qui est payée par une entreprise, ouais. Elle paye, mais les parents payent un petit truc quand même. Oui. Ils ne payent pas zéro. C'est quoi là, les ratios ? C'est encore plus cher. C'est-à-dire que, en gros, tu payes pour réserver la place. Ouais. L'entreprise réserve la place, mais après, les parents payent ça. chaque mois. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, d'accord. Ah oui, donc ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Ah ouais. Tu payes aussi chaque mois. Nous, on payait 650 par mois. Et après, ça peut varier. Dans une crèche publique. Voilà, ça peut aller jusqu'à 1000, je pense. Ouais. Après, tu peux le déduire de tes impôts jusqu'à hauteur de 3000, je me souviens plus. Enfin bref. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, l'idée, c'est que c'est juste pour réserver la place. Voilà. Donc, je continue un peu dans les dérives. Donc, dans les différents témoignages qu'il a recueillis, tu as des économies de bout de chandelle. Donc, typiquement, ils vont commander 10% de repas en moins parce que, en général, certains enfants sont pas là. Et donc, tu fais comment quand ils sont là ? Une directrice expliquait qu'elle allait acheter des petits pots avec son argent, puis qu'elle se faisait rembourser en notes de frais, ou alors qu'elle achetait des gâteaux au supermarché. C'est un peu chelou parce que c'est chelou quand même. Tu vois, t'es là, genre il y a 10 enfants et aujourd'hui il y en a 11 et en fait Enzo il mange des gâteaux, tu vois, alors que tout le monde a son vrai plat et tout et personne n'en sait rien à la fin. Enzo il mange des gâteaux. J'avoue parce qu'Enzo il peut pas témoigner après. Enzo il peut rien faire, tu vois, genre il est biflé, tu vois, genre il peut pas. Limite Enzo il est saucé de manger des gâteaux pendant que les autres mangent des épinards. Ouais, limite il est content. Mais non, mais ouais, c'est ça. Enzo ne peut pas exprimer son mécontentement. Donc ça, voilà, juste ça te montre un petit peu le low cost, quoi. Il pratique extensivement ce que Georges appelle le no pay challenge, qui est une technique qui consiste à ne pas payer les fournisseurs. Et donc ça c'est très très pratiqué. C'est en fait tu les payes pas et t'attends juste qu'ils te fassent un procès.
Donc le but, c'est vraiment de jamais les payer. Quoi. Ah ouais, non, mais le but, c'est de ne pas les payer. Donc, en gros, soit ils arrêtent de te livrer et ils te font pas un procès. Et dans ces cas-là, tu trouves un autre prestataire. Bah oui, tu trouves juste un autre gars. Ah, mais t'as pas payé, quoi. Mais t'as pas payé. Putain. Et donc, voilà. C'est des ouf. Et c'est des ouf, hein. Et parfois, ils font faillite. Le prestataire fait faillite avant que le procès arrive à la fin. Et t'as les témoignages des financiers de People and Baby qui disent rares quand même sont ceux qui allaient jusqu'au procès. En général, juste ils te cassent les couilles, tu fais bon j'arrête de vous livrer et l'histoire s'arrête là. Et il y a l'anecdote quand même de Elior qui est une entreprise de restauration qui a fini par péter un câble parce qu'en gros People and Baby leur devait 1,1 million d'euros. Et en gros ils ont dit check, si tu me files 500 000 boules, pas de procès, rien. Et People and Baby, ils ont fait OK, check, 500 000, voilà. Donc voilà, le No Pay Challenge, ça permet vraiment de faire des grosses économies. De faire des grosses économies. Et même si tu fais pas d'économie, en fait, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça te fait de la trésorerie, en fait. Oui. Parce que tu sais, ça fait de l'argent que tu lâches plus tard, en fait. Même si à la fin, tu perds le procès. Voilà, et même si ça a des amendes, le jeu en vaut la chandelle, apparemment. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'évidemment, ils se font bannir par certains fournisseurs. Mais du coup, les crèches People and Baby font des appels d'offres, mais sans mettre People and Baby. Et tu vois, du coup, forcément... apparemment, ouais, ils trouvent une technique. Et donc, t'as les commerciaux des différents fournisseurs. J'imagine, tu sais, ils ont une prime, les commerciaux, quand ils vendent des trucs. Ils sont trop contents, ils font le deal et tout. Et après, ils s'aperçoivent que c'est People and Baby et qu'ils vont pas payer. Et donc, il y a plein de techniques, tu vois. Genre, tu caches ton nom, voilà. Donc, ça, c'est quand même très drôle. Putain, les mecs ont vraiment industrialisé l'enculerie, quoi. Genre c'est ouf parce que parce que Elior c'est un gros acteur, tu vois, genre c'est plus gros que People and Baby, tu pourrais dire faut donc, pas les faire chier, donc tu pourrais dire genre tu les encules pas et les mecs ils t'envoient les avocats, tu vois. mais non, ils s'en branlent, ils enculent quand même Elior. C'est ça, mais quand même donc, tu vois, c'est pas juste la PME du coin qu'ils enculent, quoi, ils enculent tout le monde. Genre, mais à un moment quand même il y avait un financier qui expliquait qu'ils avaient quand même une stratégie tu sais en fait, je vais peut-être dire une connerie, mais ils envoyaient, ils testaient un fournisseur au début pour voir comment il réagissait face à un non-paiement. Et en gros, s'ils étaient ultra vénères, en gros, ils adoptaient une stratégie différente. Putain, ils ont vraiment processisé l'enculé. C'est des malades. Il y a des gens qui ont passé du temps à réfléchir à ça, quoi. Genre à réfléchir à comment on va faire. Alors le process, c'est d'abord on fait un test et après on fait ci. Et après on catégorise le fournisseur genre de fragile à ultra vénère et en fonction du niveau de fragilité, on agit en conséquence. Là, je les vois bien. Franchement, c'est l'enfer. Non, c'est un enfer. C'est un enfer et ce truc de traîner les pieds administrativement, c'est un truc qu'on voit. C'est pas que là qu'on le voit. Et donc, t'as les gros acteurs, mais c'est vrai que ce qui est un peu triste aussi, c'est quand c'est des petits acteurs. Donc, tu vois, par exemple, ils étaient allés voir une espèce de ferme. Où en gros ils faisaient des prestations où ils amenaient des animaux aux enfants pour qu'ils puissent les toucher et tout, et juste tu sais les mecs qui sont là, ça fait 8 fois qu'on vient, vous ne nous avez pas payé, tu sais c'est papy et mamie, quoi, enfin je sais pas, c'est un peu badant. Et même il raconte l'histoire d'un vieux monsieur, il possédait un local de crèche et en gros c'était son loyer, quoi, enfin c'était avec ça qu'il vivait, et juste il le payait pas, donc il était allé tout penaud au siège de People and Baby pour faire j'aimerais bien qu'on me paye et tout, ça n'avait rien à branler. Donc ouais. Déjà, c'est moyennement drôle sur les grandes entreprises parce que tu te dis c'est quand même relou. Mais alors sur les petites, tu te dis ouais putain, c'est quand même c'est quand même fatigant, quoi. Mais ça, c'est un truc que j'ai l'impression que c'est pas si pas répandu, quoi, malheureusement. Enfin, d'utiliser les rouages de l'administratif pour casser les couilles, en général. Il y a un autre point qui est marrant, c'est il parle beaucoup de qualité perçue dans le groupe. Donc, en gros, il faut que ça ait l'air quali, même si ça ne l'est pas.
Et à un moment, ça c'est mon passage préféré, t'as une crèche qui vient d'ouvrir, et il y a la femme de Christophe Durieux, Odile, qui doit visiter la crèche. Ça c'est hyper drôle. Et une responsable arrive, tu sais, pour vérifier que tout est qualité perçue, quoi, que tout a l'air quali. Et elle voit qu'ils viennent d'installer 2 grands tableaux, tu sais, sur lesquels tu es censé afficher les dessins des enfants. Sauf qu'ils viennent de les mettre, la crèche vient d'ouvrir, c'est vide. Et donc ils disent, il y a la directrice, il y a Odile qui arrive, il faut absolument mettre des dessins d'enfants sur les tableaux pour que ça fasse quali. Et donc tu as la responsable de la crèche. Tu rigoles, tu sais ce qui va se passer. T'as la responsable de la crèche qui dit ouais, d'accord, mais la crèche elle vient d'ouvrir. On n'a pas fait des dessins parce que c'est que des bébés de 4 mois pour l'instant qui sont venus faire leur adaptation. Donc, non. Et donc, la responsable, elle lui dit ouais, non, mais d'accord, mais Odile, elle arrive à 10h demain. Donc, avant 10h, tu auras les bébés dans ta crèche. Tu prends leurs mains, tu les mets dans la peinture. Et tu fais tac, tac, tac sur des feuilles de papier, et ça te fait des dessins, et tu les affiches au mur avant 10h, pas de souci. Là, la responsable de la crèche, elle dit non, mais on va pas faire ça, parce que les bébés, ils viennent d'arriver, ils ont 4 mois, ils sont avec leurs parents en période d'adaptation. On va pas, de bon matin, mettre les mains dans la peinture. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? T'as 2 directrices qui arrivent, dont une avec son copain. Elle débarque avec des éponges et des fourchettes. Et donc, tu as 3 adultes dans la crèche en question, en train de dessiner, en essayant de faire exprès de faire des dessins d'enfants, pour, in fine, accrocher les dessins au mur, pour que Odile vienne dans la crèche visiter. Bon, Odile n'est pas venue finalement, mais... j'aimerais quand même leur serrer la main pour les remercier de leur service à la patrie, quoi. Donc en gros, 3 adultes qui font des dessins d'enfants pour que ça fasse quali la crèche, quoi. Donc celui-là, la crèche, la directrice en question a démissionné au bout d'une semaine parce que c'était pas la seule histoire et je vais pas tout raconter. Mais voilà, juste c'est des boulets. Après 3 mois, il lui envoie une mise en demeure en lui disant oui, vous ne travaillez pas. Bah oui, j'ai démissionné. Ils n'ont pas remarqué qu'elle a démissionné. Ils continuent à l'appeler pour lui demander des trucs. Il fait non mais gros, je travaille pas en fait. Je suis parti de des cassos. Et juste pour conclure sur ce point-là, je trouve que ça, enfin si tu arrives à dégoûter en 1 semaine, 2 semaines une professionnelle de l'enfance, je trouve que c'est compliqué derrière le discours pénurie de professionnels, machin. Enfin voilà, je peux remarquer aussi quand même qu'il y a des choses qui sont pas entendables, quoi. Donc ce point-là, il était marrant. J'en ai un autre où la directrice de la communication s'inquiète que certains internautes aient découvert que des employés de People and Baby, des services commerciaux, mettaient des faux avis positifs sur Google. Genre, ouais, trop de la balle, la crèche. Parce que tu sais, les parents ils mettaient des mauvaises notes, parce que vous allez voir après qu'ils sont quand même hardcore. Et donc la commerciale, au lieu de dire quand même arrêtez, vous êtes un peu des boulets, elle écrit dans son mail, pour rappel, les faux avis sur Google doivent être réalisés avec des faux comptes Gmail créés pour l'occasion, avec nom et prénom non identifiables. Elle met en dessous un avis égale un compte. Non mais quand tu vends des coques de smartphone, je veux bien, mais pas sur des crèches, quoi, les gars, putain. Mais genre, faut quand même avoir un minimum d'honneur et de décence, quoi. Ouais. Putain, moi j'ai été dans des boîtes où on m'a dit de mettre des avis. J'étais sûr que t'allais dire ça. J'étais sûr que t'allais dire ça, mais j'ai envie de te dire. Mais c'était des coques de portable. C'était des coques de téléphone. Ouais, c'était probablement des coques de téléphone et je l'ai pas fait, mais il a été demandé de. Et avec le process bien clair de un avis égale un compte. Non, c'était non, mais je rigole. C'était moins précis, mais en gros c'était globalement mettez-nous des bons avis, quoi. Okay. Ouais. Sur la messagerie interne de l'entreprise. Mais tu vois, personne n'allait checker si on mettait des bons avis ou pas. Ouais. Oui. Non, mais je trouve que c'est tendu sur un truc avec des gens qui s'occupent des enfants, où en gros, t'as quand même envie de voir. Enfin,
t'as quand même Oui, bah, un peu globalement, envie de voir, c'est tendu déjà de base, c'est tendu, alors encore plus. de base, c'est tendu, mais alors là... Non, mais de base, tu vois, t'es censé être... Enfin, c'est du mensonge, quoi. Mais, Oui, mais- c'est vrai. De base, c'est tendu, t'as raison. Ouais. Euh, Tu sais, il y a la même chose, tu Ouais. sais, il y a les avis sur les produits et les services que tu vends, genre sur Google Maps ou machin. Mhm. Et après, tu as les avis sur la vie en entreprise. Tu sais, tu as des sites genre ah Glassdoor, oui, tu m'avais dit, ouais. voilà, qui disent genre, oui, en tant que c'est quoi d'être salarié chez X. Et sur ça aussi, il fallait mettre des. Oui, toi, Fallait tu dire, m'as dit qu'on t'avait Ah, c'est trop bien, c'est trop bien de bosser là-bas. Ouais. Bah, ce qui me choquerait moins, c'est que t'encourages les salariés à... En gros, tu leur dis, bah, si vous trouvez que c'est bien, mettez un truc, tu vois. Mais là, juste ça, ça n'a pas de sens, parce que juste les commerciaux, ils n'ont pas leur enfant dans la crèche, donc Oui. d'où ils mettent un message. Il y a un autre point qui m'a bien fait rire, c'est People and Baby. En fait, ils ont embauché des anciens de Babylou. Et les anciens de Babylou, ils sont venus avec une sorte de méga fichier Excel avec les prix de tous les berceaux de Babylou. Et en gros, c'était devenu... Enfin, tu sais, les commerciaux de People and Baby, en gros, c'était... Enfin, c'était la base de tout, c'était le fichier Babylou. Et donc, à chaque fois qu'ils se positionnaient sur un appel d'offres, en gros, Christophe Durieux, il leur demandait de faire 30% de moins. Et c'était pas du tout caché, quoi. Dans les mails, il disait rappelle-moi les Babylou en Franche-Comté, c'est quoi, tu vois. Le mec, il mettait le prix. Il fait OK, on fait moins 20, je te propose. Et donc, bon, il y a quand même des témoignages de gens qui étaient quand même gênés par qu'on leur demande de travailler comme ça. Et comment ils ont découvert, Babylou, qu'il y avait cette pratique-là. Bah, c'est Ils que ont t'as embauché un mec de. De People and Non, Baby qui a ramené le fichier. c'est encore plus drôle. C'est que c'est... Rends le fichier. C'est encore plus drôle. C'est que t'as un mec de Babylou qui s'était mis en arrêt maladie et qui avait continué à utiliser sa voiture de fonction et qui avait continué à recevoir des PV à l'adresse du QG de People and Baby. Donc le mec, il est très très fort, quoi. Et Quoi, donc, j'ai rien compris. bah, en gros, t'as un mec qui travaille à Babylou qui s'est mis en congé maladie. Il travaille à Babylou. Mais il s'est mis en congé maladie, mais du coup, tu comprends que le congé maladie, c'est pas un congé maladie, c'est qu'il est allé à People and Baby. Et du coup, Babylou ont remarqué qu'il est allé à People and Baby parce qu'il continuait d'utiliser sa voiture de fonction Babylou Ouais. et à ramasser les amendes à l'adresse du QG People and Baby. Donc, il est très fort. Et donc, bah, à un moment, ils décrivent dans le livre le procès. Évidemment, Babylou demande 30 millions de dommages et intérêts. Mais en même temps, sans déconner. Et la défense de People and Baby, c'est que ils ont constitué ce fichier ligne par ligne eux-mêmes. Moi, je les crois. Putain, ils sont drôles. Mais ils sont très, très drôles, en vrai. Et oui, et je tiens à préciser quand même que l'auteur a réussi à avoir un entretien avec Christophe et Odile Durieux. Et que c'est génial parce qu'à chaque point, en fait, il dit, il te donne l'avis de Christophe Durieux sur le point en question. Bah, je l'ai pas fait à chaque fois parce que c'est lourd, en fait. Mais à chacune des accusations, en gros, le schéma, c'est Christophe Durieux fait non, c'est pas vrai, c'est un employé aigri qui vous a dit ça pour nous salir. Ensuite, t'as l'auteur qui lui sort le mail de Christophe Durieux lui-même où il écrit qu'il fait bien le truc dont on l'accuse. Et ensuite, Christophe, il dit non, mais c'était juste un email comme ça. Et après, genre, l'auteur, il lui sort un deuxième email où Christophe Durieux, il dit non, mais c'était un vrai email et quand les journalistes vont vous demander, en fait, on les encule et tout. Et genre ça s'arrête jamais, tu vois. Et Christophe, il est là, oui, non, mais c'est un pigeon qui a marché sur le clavier et sans faire exprès, ça a fait ce mail et tout. Bon, là, je fais une blague, mais juste c'est absurde, en fait, les discussions avec Christophe Durieux dans le livre. Putain, mais Christophe, il a jamais le steak. Il a jamais le steak, quoi. Genre, ouais. À aucun moment, il fait ouais, ok. Vraiment. Putain, mais Christophe, il est imbattable. Il est imbattable. Tu sais, t'as des emails où il fait ouais, vas-y, viens, on fait le no pay challenge. Ah ouais. Juste, ouais, tu peux rien faire. Je vous ai épargné de vous donner l'avis de Christophe à chaque fois sur toutes les accusations, mais en gros, il dit ouais, non. C'est pas vrai. C'est pas moi, on l'a vraiment fait ligne par ligne. D'ailleurs, moi, j'ai fait la moitié tout seul. Et c'est un enfer. C'est l'enfer de Christophe. Il a 6 heures d'entretien avec Christophe, c'est un enfer. Donc,
Je voulais faire un vrac. Évidemment, quand tu retires ton enfant, parce que la crèche, c'est nimp, ils te font un procès et te réclament l'argent. Donc, il y a un témoignage où les parents ont retiré l'enfant au bout de 2 jours parce que les couches n'avaient jamais été changées. L'enfant, il dormait dans l'aire de jeu. Les filles étaient sur leur smartphone toute la journée. Je sais pas quoi, il y avait plein de trucs. Et People and Baby réclame 18 000 euros parce que, je sais pas, apparemment, c'est pas bien de retirer son enfant quand tu t'es engagé. Après, pour le coup, il suffit juste de pas les payer. Ils ont l'habitude, normalement. Normalement, j'ai envie de dire fair enough, tu vois. Juste, tu les payes pas, tu fais, tu vas faire quoi? Mais non, je pense qu'il faut les payer. Ils étaient très, très brillants aussi pendant le chômage partiel, là, pendant le Covid, parce qu'ils ont mis les gens au chômage partiel, mais ils leur ont demandé de continuer à travailler en leur donnant une prime exceptionnelle pour compenser la baisse de salaire. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain! En expliquant que le groupe ne fait que profiter d'un système mis en place par le gouvernement pour protéger les entreprises. Et à un moment, même Christophe Durieux leur offre leur journée du lendemain pendant le chômage partiel, parce que c'est un grand prince, mais juste par contre, le lendemain, normalement, c'est férié, tu vois. Donc, mais juste vu qu'ils sont quand même obligés de travailler, du coup, c'était grand prince. Trace écrite dans les mails, évidemment, parce qu'ils ne sont pas discrets. Et on parle de 2 à 4 millions de fonds publics, en gros, après estimation de Victor, juste pour l'arnaque au chômage partiel. Voilà. Donc c'est très très drôle. Georges, il va me dire qu'il faisait ça aussi dans ce temps. Non. Non, chaque fois, il fait Georges, il a fait toutes les merdes. Non, ça, j'ai pas fait. Non, j'étais au chômage partiel. Il y a des limites, quand même. Bien partiel. Non, il y a des limites, quand même. En 2014, il y a un nouveau concept. C'est le gouvernement met en place un concept qui s'appelle le taux de facturation. Et en gros, c'est simple à expliquer. Si les enfants sont en crèche pendant 100 heures, tu peux pas facturer à l'État 130 heures. Dans le sens où, ça paraît con quand je le dis, mais tu sais, des fois, les enfants, ils sont pas là. Des fois, tu gères mal les absences, les remplacements. Et donc, en gros, tu sais, t'es pas toujours au max de ton taux d'occupation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, juste les enfants, ils sont pas là, quoi. Et donc, en gros, en fonction de ton taux d'occupation, t'as pas les mêmes subventions du gouvernement. Et donc, pour être optimal, pour recevoir l'intégralité des deniers, il faut être entre 104 et 107% de taux d'occupation. C'est compliqué d'avoir ça, c'est chaud à faire. Enfin, il faut vraiment vachement bien optimiser. Et là, les témoignages, c'était que, en gros, quand tu étais directrice et que tu reportais 125% de taux d'occupation pour ta crèche, et en gros, t'avais ta N+1 qui t'appelait et qui disait non, tu mets entre 104 et 107. Et du coup, pour faire ça, apparemment, il faut rajouter carrément des journées de présence de bébés qui n'étaient pas là, parce que tu peux pas rajouter des heures, ça se voit trop. Et donc, tu rajoutes à la main juste des bébés qui sont là alors qu'ils sont pas là. Et me demandez pas comment c'est possible, tu vois. Juste, ils connaissent les arcanes du système et ils rajoutent des trucs. Et dans les formations, apparemment, dans les formations des directrices, la formatrice disait « Je ne veux pas entendre que ça soit légal ou pas légal. » Je me permets quand même de préciser que je pense qu'il y avait plus de gens qui faisaient la remarque que c'était pas légal que de gens qui faisaient la remarque que c'était légal. Tu vois. Je pense que la phrase exacte, c'est « Je ne veux pas entendre que ça soit pas légal. » Oui. Plutôt que de dire « Je ne veux pas entendre que ça soit légal ou pas légal. » Je pense que peu de gens faisaient la remarque que c'était légal. Mais je me permets une parenthèse. Et donc, je sais pas pourquoi ça me fait rire, la directrice rentrait les heures dans le logiciel Mikado. Parce que les logiciels, ils ont toujours des noms, mais à la con, quoi. Ouais. Je me permets quand même de dire qu'une fois, on était en vacances avec Georges. Et il y avait une copine, on la connaissait pas trop en plus. Et elle était en télétravail. Et à un moment, je sais pas, elle lâche oui, je vais rentrer les heures sous Optimus. J'espère que vous arrivez à imaginer la lourdeur de Georges pendant tout le reste du séjour avec Optimus. Et le progiciel Optimus. Le progiciel. Fin de la parenthèse, mais voilà, ça m'a fait rire Mikado.
Et donc, ouais, il fallait rentrer dans Mikado, que genre, en fait, t'étais au max de taux d'occupation. Tout. Et en fait, c'est énormément d'argent public parce que c'est, en fait, un palier, c'est 3-4%. Donc, imagine, tu passes de 124% à 120%, bah, c'est un palier, quoi. Et chaque palier, c'est 1 000 euros. Et donc, 1 000 euros, c'est fois 30 enfants, fois 244 crèches. Genre, si tu carottes sur toutes tes crèches de 8 paliers, ça commence à faire bien mal, quoi, en termes d'argent public. Voilà. Vous en avez marre, mais c'est pas fini. Ça s'arrête jamais. Ils font des devis pour les travaux dans les crèches avec des prix complètement exagérés. Et donc, ils se font subventionner pour leurs travaux. Et après, il y a Jean-Mich qui arrive, qui met un bout de scotch et ça coûte 50 euros. Donc, ça, c'est... Subventionné toujours par l'État, quoi. Oui, bah oui. Je sais pas. Poser la question au cas où. C'est pas Christophe Durieux qui paye son truc. Voilà, ils vont pas faire le chauffage parce que ça coûte cher. Donc, ils achètent des radiateurs à d'appoint chez Jiffy. Et après, tu as le contrôleur de l'État qui vient surveiller parce que tu n'as pas le droit de faire ça. C'est des normes de sécurité. Et genre, quand le contrôleur il vient, il les cache, les radiateurs et tout. Genre c'est un enfer. Et il y en a un qui constitue aussi le No Pay Challenge. Mais parce que du coup, ils sont prévenus quand le gars il va arriver. C'est ça qui est un peu... Ouais, je crois qu'ils sont prévenus. Mais il y a tout qui est foireux. Il y a tout qui est même les trucs que l'État essaye de mettre en place pour suivre, régulariser, ça marche pas. En vrai, ils arrivent à détourner. En vrai, l'État, ça les fait chier de fermer une crèche. Ouais. Non, mais oui. Enfin, t'imagines genre, ça les fait grave chier. Bah ouais, mais bon, c'est quand même. Non, mais oui, chaud, c'est leur quoi. taf. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, mais en ce que gros, je veux dire, ce que tu dis là, on commence. Ils essayent pas de les coincer, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est au un peu début, triste, tu sais, mais... tu disais des trucs, bon, c'est administratif, de l'enculade administrative, et puis là, on commence à dériver vers des trucs où ça met en question la sécurité des enfants, quoi. Le truc du chauffage, tu sens que ça peut être foireux, quoi. Oui, bah. Voilà. Mais disons qu'il en faut vraiment beaucoup, quoi. Pour que, et eux, ils sont cotés en bourse, machin, ou c'est juste Christophe et Micheline là qui gèrent le bousin? Et Odile. Non, ils sont. Mais justement, ça, c'est toute une histoire. On va y arriver, mais en gros, ils sont propriétaires et vu qu'ils sont tout le temps ils sont tout le temps à perte. En fait, à chaque fois, il y a des fonds de pension qui viennent donc pas des fonds de pension, des fonds d'investissement qui viennent, qui remettent de la thune. Et oui, au bout d'un moment, ils perdent le contrôle parce que juste au bout d'un moment. La personne ne met pas la thune si la condition, c'est t'arrêtes de faire de la merde. Donc, au bout d'un moment, ils vont finir par perdre le contrôle de l'entreprise. Ok, donc ils sont pas cotés en bourse, mais ils ont de l'actionnariat. Enfin, ils n'ont pas la majorité des parts de l'entreprise. Comme je le comprends, oui. C'est ça. Okay. C'est-à-dire que ils sont même avec toutes leurs enculeries, là, ils sont toujours pas rentables. Parce que en gros, Christophe, il se construit 10 piscines par jour, quoi. C'est quoi là? Mais je vais vous expliquer ce qu'il fait, Christophe. Je pense que je soupçonne Christophe de siphonner le bail. Ah, tu commences à comprendre le truc. Donc, je vais juste finir parce que là, on fait pas de spoil. Il y a officiellement, on ne rend pas les chèques de caution aux parents qui ne réclament pas. Et même quand tu réclames. Mais on les encaisse. Quoi? Ah oui, ils les encaissent, les chèques de caution. Si ils ne le réclament pas, tu rends pas. Mais tu rends pas, ça veut... parce que les chèques de caution, c'est pas toujours encaissé. C'est pas marqué dans le livre s'ils les encaissent ou pas, mais j'imagine qu'ils les encaissent, sinon ça n'a pas d'intérêt. Soyons clairs, j'aime bien quand c'est donc tu ne rends pas les cautions. Je sais même pas si c'est des chèques de caution, tu ne rends pas les cautions des parents. Okay. Et évidemment, tu vas mettre des obstacles administratifs, faire semblant de ne pas avoir reçu le mail où le parent demande la caution. Enfin bref, tu casses les couilles, quoi. Tu demandes aux parents de payer des frais de gestion additionnels en disant oui, c'est le prix du papier qui a augmenté, c'est l'inflation. Et en gros, soit le parent il te dit bah non, c'est pas dans le contrat, et tu fais ok, elle a bien. Ou soit juste, tu sais, il a la flemme et il paye, et tout bénef. Genre, ça me fatigue aussi, tu vois. Genre, ok. Et enfin, voilà. Bon, j'ai fini, mais c'était pour faire un tour de tous les trucs que tu peux déployer pour casser les couilles, pour détourner l'argent de l'État. Pour faire traîner, pour entuber tout le monde, voilà. Et je trouve par rapport à ce que je disais au début, c'est que voilà, ça construit un peu l'image du low cost et de la course vers le bas.
Et voilà, juste ça fatigue, quoi, en fait. Ouais. Bah après, le truc, c'est qu'il genre, c'est pas nécessairement parce que tu veux faire un produit moins cher que t'es Christophe Durieux, quoi. Lui, il est particulièrement ghetto, quoi. Après, c'est vrai. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi que souvent le low cost, ça prête le flanc à des abus parce qu'en fait, c'est dur de faire moins cher tout en étant honnête, enfin, sans être une raclure et sans machin. Mais ça peut arriver, quoi. Genre, il faut pas nécessairement, tu vois. Oui, bah là, c'est extrême, ouais. Là, c'est extrême, et là, il y a des trucs illégaux, des trucs malhonnêtes, des trucs machin. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des organisations ou des services qui sont délivrés de manière non efficiente et à un autre acteur qui vient et qui est juste plus efficace, ou qui rogne effectivement sur des trucs qu'il considère superflus. Et du coup, ça fait moins cher sans être une espèce de raclure hardcore, quoi. Oui, mais même, tu vois, typiquement sur les vols low cost, pour avoir pratiqué, quand il y a une merde ou qu'ils t'annulent ton vol, tu sais, c'est compliqué de les joindre, c'est compliqué, Oui. machin, ils te répondent pas. Et c'est fait exprès. Enfin, tu vois, Oui, souvent le service, il est dégradé, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est illégal, quoi. En gros, tu sais que tu payes moins cher, tu sais que tu vas avoir un service. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même, il y a une frontière entre un service dégradé parce que t'en as pour ton argent ou un truc illégal où on te nique, quoi. Oui, mais est-ce que c'est illégal de faire exprès de mal encadrer les remboursements? Est-ce que c'est illégal quand tu t'abonnes à un service sur Internet de mettre le bouton désabonner, de le cacher, tu vois? Tu vois, oui, ok, c'est pas illégal, mais juste... disons qu'il y a un spectre entre Christophe Durieux et... oui, voilà, il y a un spectre. Mais voilà, tout ça, c'est des pratiques... En gros, voilà, après, chaque point que j'ai cité, on peut le prendre, le diluer un peu, parce que les gens, c'est pas Christophe Durieux, mais tu te construis une image d'un truc assez typique, quoi, au final. Bon, voilà, ça, c'était pour les incidents qui n'impliquaient pas les enfants, mais donc les problématiques matérielles, mais il y a aussi des problématiques qui impliquent les enfants, donc ça, c'est une partie un peu plus courte. Mais typiquement, en 2021, il va raconter, avec l'aide de familles mécontentes, donc il a plein de témoignages, la dégradation progressive d'une crèche qui, à la base, était 1, 2, 3 Soleil, et qui a été rachetée par People and Baby. Et les témoignages, c'est des enfants qui ont des grosses crises d'angoisse à l'idée d'aller à la crèche. Donc même en passant devant dans la rue, il y a la crise d'angoisse. Il y a les crises d'angoisse la nuit. Et dès que tu changes de crèche, ça disparaît. Donc, ok, bon, c'est quand même... Voilà. Putain, c'est l'enfer, quand même. Voilà. Donc, c'est ouf. Donc, tu as tous les petits trucs du genre, tu sais, la petite newsletter que tu avais avant sur ce qu'ils faisaient tes enfants. Je sais pas, c'est la fête des mères, tu repars avec une babiole. Bah ça disparaît. Tu récupères souvent ton enfant avec la couche pleine, parce que j'imagine que les couches, ça coûte cher. Les transmissions, ça tu connais pas, Georges, mais en gros, c'est quand tu récupères ton enfant, ils te disent ce qu'il a fait. En gros, est-ce qu'il s'est pas bien passé? Ah bah là, il a pas bien mangé, faites gaffe quand même, il a pas voulu manger, c'était pas bon, il a pas aimé, ou il a pas dormi, machin. Et là, les transmissions, c'était à chaque fois, il a bien mangé, il a bien dormi, tu vois. Alors que des fois, obviously not. Donc, les enfants sont affamés en rentrant à la maison. Il a fini tout son desktop. Voilà. Très drôle. Très drôle. Plusieurs familles, ça c'est quand même incroyable, remarquent une cassure dans la courbe de poids. Non, parce que ça, tu suis chaud, quoi. Et la cassure se termine dès qu'ils le sortent de la crèche, quoi. Ah ouais, putain, genre, on est sur de la maltraitance, quoi. Genre, là, il les fume, quoi. Niveau, quand même. Genre, donc je sais pas ce qu'il branle. Il les fout dans un cachot. Peut-être ils lui mettent les petits pois devant et juste le gosse il joue à côté et après il fera, t'as pas mangé les petits pois. Je sais pas ce qu'ils foutent, tu vois, mais ils s'en occupent pas. Et genre tout ça, là, tout ce qui est décrit, c'est sur combien d'années, à peu près? On sait ou pas? Bah là, c'est une crèche en particulier où il s'est concentré. Donc c'est là, en gros, il a pris une crèche en particulier où c'était. Ouais, mais même les trucs d'avant, tu sais, genre toutes les. Ah ça, je sais pas, toutes les combines, ah oui. je sais pas. Okay. Je sais pas, c'est une dizaine d'années, je pense. En fait, j'essaie de savoir, mais c'est valable aussi pour Orpea. C'est valable aussi pour Orpea et tout. Enfin, j'essaie de voir pendant combien de temps une structure peut abuser et être dans l'illégalité en passant sous les radars, quoi.
Genre, est-ce que tu fais ça et tu gagnes 2 ans avant de te faire bifler? Non, c'est pas ou est-ce que... Non, c'est plus longtemps, tu veux dire? Oui, parce qu'à un moment, tu as cité des trucs de 2014 où ils ont commencé à faire une nouvelle biflade, là. Et non, mais l'ordre de grandeur, c'est la dizaine d'années. Dizaine d'années, ouais. Bah là, ici. Là, oui, pour People and Baby. Regardez sur Wikipédia pour avoir la date exacte. Ok. Donc voilà, tu fais la queue pour récupérer ton enfant parce que c'est Covid, mais le temps est facturé. Le personnel a l'air triste et fatigué. Et dans la crèche en question, là, il y avait une directrice et une infirmière particulièrement gratinées. Et donc, bon, la directrice, ça va encore. Elle était là, oui, vous venez chercher la crapule aux parents. Mais l'infirmière, elle était chelou avec les enfants. Tu sais, zéro patience, elle aime pas les enfants. Punition borderline où elle les soulève par le bras, par le col du t-shirt, tu le soulèves du sol. Enfermé dans le noir dans une salle. Il monte sur une table, l'enfant, tu le pousses pour le faire... pour le faire tomber, il se cogne la tête. Elle envoie de la terre dans les yeux, dans le jardin, quand ils sont pas sages. Dans la crèche en question, tu avais les assistantes maternelles qui envoyaient des SMS à une mère pour lui dire « Vous avez raison de vous inquiéter, c'est compliqué de faire remonter les comportements inadaptés à la hiérarchie. » Il y a un moment, il y a une assistante maternelle qui passe par la fenêtre pour alpaguer la mère et lui dire de retirer les enfants immédiatement de la crèche pour pas se faire entendre de la directrice ou machin. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Il y a un enfant qui a un bleu où c'est la main d'un adulte, clairement. La mère va voir le médecin pour expertiser. Le médecin, il fait oui, non, mais c'est clairement un adulte. Elle écrit au siège. Le siège, ils disent oui, on n'a pas touché. C'est pas nous, on n'a rien fait. C'est pas nous et tout. C'est Babylou. Ah ouais, genre, il n'y a pas une. Non, mais il se passe rien. Ouais. Une enquête interne. Ils protègent leurs collaborateurs. Non, il n'y a pas d'enquête interne. Ouais. Et voilà, enfin là je décris ça pour qu'on voit jusqu'où ça peut aller quand ça se passe bien. Et donc là on parle d'une dérive pendant 1 an et demi sans que personne puisse réagir. Donc le siège ne fait rien malgré les alertes, ne cherche pas à rencontrer les parents, les assistantes maternelles ont peur de parler. Et donc l'auteur il dit il y a des brebis galeuses partout, c'est pas la question, mais juste la question c'est comment tu gères en fait. Comment tu réagis face à leur présence. Et typiquement, la fille qui avait envoyé un SMS à la maman pour lui dire, pour la prévenir, elle a été convoquée, elle a été virée. Ah oui, c'est ça qu'ils ont... Bah oui, non mais... Évidemment, mais... Ok, why not quand tu vends des coques de téléphone, tu vois, quand t'envoies des SMS en disant, ouais, par contre, la coque, c'est de la merde. Tu te fais virer. Peut-être ton dirlo, il te dit, bah ouais, fais pas ça, quoi. Mais genre sur une crèche qui maltraite les enfants, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est un peu chaud. Sur la question je passe un peu du coq à l'âne, mais sur la question du personnel qualifié, tu vois, ils donnent des salaires, à un moment c'est 1 750 € par mois net pour gérer une crèche de 4 personnes. Ça n'a pas l'air énorme, quoi. C'est quand même chaud. Et lorsqu'elle prend du galon, la fille, et qu'elle gère 4 crèches, c'est 2200. Ouais. Bon. Tu vois, je trouve que c'est technique quand même, quoi. Et si vous voulez, comme promis, je peux reparler du cas de Myriam. Donc c'est le scandale de Lyon. Pour vous expliquer pourquoi c'est pas tout à fait un hasard ce qui s'est passé. Ça permet d'analyser concrètement un cas où il y a eu un dysfonctionnement extrême. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette dame-là, Myriam, elle avait été embauchée par Babylou, à la base. Et en fait, ils ont mis fin à sa période d'essai après 5 jours. Tu vois ? Donc on se disait tout à l'heure, ça peut arriver d'embaucher une folle. Là, il se trouve qu'ils ont mis fin à sa période d'essai au bout de 5 jours. Ouais. Bon, petit problème avec OBS, logiciel de merde. Mais ça va pas ou quoi ? Donc, on était en train de dire que Babylou avait embauché justement Myriam J et qu'ils avaient mis fin à sa période d'essai au bout de 5 jours. Et donc, quand tu vois les témoignages de ce que Myriam J faisait, c'est un peu éloquent, quoi. C'est-à-dire que
Elle en tenait une sacrée couche. C'est une blague de l'auteur? Non, ou c'est de moi. C'est de toi? C'est de moi. Voilà. Donc, elle avait 30 minutes de retard alors qu'elle commençait à 10h30. Les collègues témoignent, je cite, « Elle n'était pas d'une grande aide. Elle mettait les couches de travers. Elle restait assise sans rien faire, sans proposer d'activité aux enfants. Pas motivée. Met 10 minutes à écrire 3 mots pour les transmissions. A laissé un enfant seul sur un meuble le 2e jour. Chez Babylou, tu avais la directrice de la crèche qui était en congé, mais qui quand même était tenue quotidiennement informée de la nouvelle pour savoir si ça se passait bien et tout. Et tu vois, bah, mine de rien, dans un secteur qui est en tension, Babylou, ils ont les cojones de dire bah non, elle fait de la merde, quoi. Enfin, du coup, c'est pas possible. Et je trouve ça parlant, quoi, qu'une personne qui passe pas sa période d'essai de 5 jours aille dans une autre crèche et tue un enfant au desktop. Non, mais c'est... Bah non, mais c'est pas ce qu'on pourrait décrire comme ouais, c'est la faute, t'as pas de chance, machin, tu vois. Donc bon, c'est... Ouais, et puis en plus, tu sais, ce qui est un peu chum dans ces trucs-là, c'est que, tu sais, quand t'as un acteur, du coup, qui arrive à proposer des prix plus compétitifs en usant de techniques qui sont illégales ou qui sont préjudiciables, bah, en fait, ça pénalise les acteurs qui sont plus vertueux, quoi. Genre tu vois, si Baby, comment il s'appelle, le tocard, là, les crèches de merde, là. People and Baby. Ouais, genre si People and Baby, ils arrivent à être ultra compétitifs parce que, ils sous-payent les gens, ils payent pas les fournisseurs et ils laissent les enfants jouer dans la boue. Et ils embauchent des tocards. Ouais, et du coup, genre, toi, tes parents, tu arbitres pour People and Baby parce que tu sais pas tout ce qu'ils font derrière et parce que c'est moins cher. Et en fait, du coup, l'acteur qui est plus vertueux ou moins illégal ou machin, il se fait niquer parce qu'il a moins de clients, il fait faillite, genre Babylou, les autres concurrents. Mais c'est ça qui sont plus stylés, ouais. tu vois. Ouais, mais en gros, c'est de la distorsion de concurrence qui pénalise des acteurs plus vertueux, quoi. Ouais, non, mais en fait, ça c'est une des grandes tragédies du low cost et de ce genre de compétition, c'est que, en fait, ça c'est un truc, moi, qui me rend triste. Bah, c'est qu'au final, le seul truc un peu objectif et facilement accessible, c'est le prix. Et en fait, toutes les métriques derrière qui, toi, t'intéressent parce que juste, ils maltraitent pas tes enfants, par exemple, bah, t'y as pas forcément accès, en fait. Tu sais pas que, ouais, s'il y a une tocarde qui se présente un jour, bah, ils vont l'embaucher parce que, why not? Tu sais pas que c'est eux qui font les dessins dans le hall. Enfin... Tu sais pas tout ça, et c'est un peu la tragédie du truc, quoi, je trouve. T'es là, bah... Oui, ouais. D'autant plus dans un secteur comme ça, où le service, il est essentiellement délivré à des enfants de moins de 3 ans, ouais. Et du coup, qui peuvent pas témoigner ni rien, donc le contrôle, il est beaucoup plus ardu. Enfin, tu vois, c'est pour ça que ça doit être beaucoup plus régulé qu'un service qui est rendu à des adultes, où là, si tu te fais niquer, bon, au moins tu le sais, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'allais faire des parallèles avec d'autres trucs, mais là, c'est vrai que la particularité, c'est que personne ne peut témoigner, en fait. Ouais, enfin, tu vois, il y a un certain nombre de secteurs, je trouve, où il faut avoir une régulation plus élevée pour diverses raisons. Bah, là, par exemple, ça, ce serait une bonne raison, quoi. Ouais. Bon, voilà, donc... Mais du coup, est-ce qu'on a de la visibilité sur les finances? Genre, est-ce que les mecs... Parce qu'en fait, en gros, tout ce qu'on dit, c'est... les mecs, c'est des gros bâtards. Ils font tout pour faire un maximum de profit et réduire les coûts. Même plein de techniques illégales diverses et variées. Du coup, est-ce que ça s'est reflété sur leur performance financière? Genre, est-ce que le mec s'est gavé? Est-ce qu'il a un taux de marge élevé? Est-ce qu'on a une vision financière ou le mec, il donne pas ça? Ouais, Parce que ce que je veux dire, c'est que si en faisant tout ça, il se gave pas, ça veut dire que en fait, c'est un secteur qui est particulièrement difficile ou qu'on paye pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que les conclusions peuvent être grandement différentes en fonction de s'il se gave ou s'il se gave pas, quoi. Ouais, après, là, je vais en parler juste après les 2 dernières anecdotes, mais en gros, déjà, je vais avoir du mal à répondre parce que je maîtrise pas totalement ce genre de sujet, mais de ce que je comprends, du coup, ça, c'est pas de ce que je comprends, ça c'est avéré, ils gagnaient pas d'argent. Donc ça, pour l'instant, c'est simple à comprendre.
ils gagnaient pas d'argent. S'ils gagnaient pas d'argent, bah, c'est qu'ils proposaient des prix très bas, en fait, pour gagner les appels d'offres. Et après, pourquoi ils font ça ? Est-ce que c'est une stratégie de, en fait, je tue le marché et je continue à faire appel à des investisseurs derrière pour renflouer les caisses et finalement, derrière, je m'en sors avec une pirouette parce que j'ai buté tout le monde et j'ai pris toutes les crèches. Je sais pas. En tout cas, bon, c'est pas ça qui s'est passé. Mais je sais pas si ça répond à ta question en partie. Oui, ils étaient pas gagnants. Mais après, tu vois, ça me fait penser, on avait fait un épisode sur Uber aussi, par exemple, où Uber, jusqu'à je sais plus quelle année, ils étaient tout le temps déficitaires, tu vois, par exemple. Donc, tu vois, Oui, je sais pas non, trop non, mais je suis quoi. d'accord que ça peut faire partie d'une stratégie, mais là, c'est quand même un secteur qui est régulé et qui est semi-public, puisqu'il est en partie public et en partie grandement financé par des subventions et des défiscalisations, etc. Mm. Et du coup, c'est pas la même problématique que Uber, parce que ce que je veux dire, c'est que Uber, s'il se plante et si pendant 10 ans il est pas rentable, en gros, il aura niqué pas grand monde à part les investisseurs, quoi. Alors que là, eux, s'ils se plantent et s'ils sont pas rentables et s'ils délivrent un service de merde, ils niquent et l'État et les parents. Enfin, tu vois, il y a quand même, c'est un secteur censé être régulé. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ma conclusion, c'est ok, People and machin, là, c'est des enculés et Christophe Durieux, on lui chie dessus. Mais il y a peut-être un problème de fond qui est que les financements alloués par l'État pour ces appels d'offres étaient trop bas, ou en gros, ou en tout cas les offres de. En gros, est-ce qu'on peut pas en déduire que 4 000 € ou X milliers d'euros par enfant, c'est trop peu et en fait, tu peux pas délivrer un service avec un minimum de qualité à ce prix-là, quoi. Ah non, mais complètement. En fait, t'as tout un passage du livre où il se pose la question comment est-ce que ces appels d'offres ils sont gérés. Et oui, et c'est assez. Enfin, en tout cas, ça pourrait choquer. C'est-à-dire que par exemple, ils vont dire on accorde 40% de notre attention sur le prix et 60% sur la qualité. Et après, tu regardes comment ils notent la qualité. Et en fait, la manière dont ils notent la qualité, bah, c'est chelou. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, People and Baby, ils avaient 3 personnes de moins que l'autre crèche. Et l'autre crèche, ils avaient le même nombre de points que People and Baby dans la catégorie nombre de personnes. Enfin, tu vois. Donc, déjà, tu as 40% qui est le prix. Et ensuite, les notations derrière, c'est peut-être même un petit peu triché pour finalement que ça permette de choisir quand même le moins cher tout en disant que bah non, tu as quand même mis 60% sur la qualité. Donc, clairement, il y a ce que tu dis, qui est le fait que bah, en fait, les communes, pour les communes, c'est quelque chose qui coûte très cher, les crèches. Et donc, bah, ça les arrange bien de prendre le truc vraiment le moins cher, quoi. Ça leur fait économiser énormément d'argent qui peuvent mettre après autre part. Donc, c'est complètement vrai ce que tu dis. Ouais. Mm. Oui, c'est ça, oui, je vois. Mais du coup, oui, ok. En fait, ça pose plus la question, effectivement, des mécanismes d'appel d'offres et des mécanismes de contrôle derrière. Parce qu'il y a comment tu choisis ton prestat, et donc c'est quoi ton modèle de scoring, et est-ce qu'il peut être gamé, est-ce qu'il peut être, comment tu dis, est-ce que tu peux jouer avec, ouais, est-ce que tu peux exploiter le modèle pour gagner un peu artificiellement. Il y a ce que tu dis. Et il y a après, même si tu gagnes à la légitime, c'est-à-dire tu dis que tu vas fournir un service de bâtard et que tu vas être stylé, qu'il va y avoir 4 accompagnants par enfant, machin. Mais en fait, derrière, est-ce que c'est contrôlé si tu délivres vraiment ou s'ils sont dans des cachots humides, tu vois. Donc en fait, il y a les deux aspects. Il y a comment tu sélectionnes ton prestat et quel est ton niveau de contrôle derrière. Et voilà. Donc en gros, moi, ce que j'en déduis, c'est que c'est surtout une défaillance de ça, de ce mécanisme-là, parce que en fait, vouloir fournir une prestation de qualité équivalente à des produits, à des prix plus compétitifs, c'est un peu la quête perpétuelle de n'importe quelle organisation, tu vois, même l'État, tu vois. Genre, l'objectif, on veut tous que l'État soit de plus en plus efficace et que l'usage de nos deniers il se fasse de mieux en mieux. Et donc, on veut que globalement tous les services publics et toutes les prestations fournies par l'État, elles augmentent à la fois en quantité et elles diminuent en prix. C'est un peu la quête perpétuelle, tu vois. Et du coup, de diminuer en prix, ça fait partie du jeu. C'est juste comment on fait pour faire ça de manière harmonieuse sans que Christophe Durieux nous encule, quoi. Non, mais en fait, le truc, c'est que il y a aussi des choses. C'est la situation idéale que tu décris, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de pensées inavouables qui sont, franchement, si tu donnais un sérum de vérité à ceux qui devaient choisir la crèche,
sans doute qui te dirait bah écoute, c'est pas cher, on économise de l'argent qu'on peut mettre autre part. Et si ton enfant, de temps en temps, il mange des petits pots, il a les fesses irritées ou je sais pas quoi, et bah c'est pas bien grave. Et ils attendent un peu qu'il y ait un mort pour que se dire ok, on va peut-être faire semblant de s'exciter un petit peu. Mais tu vois, je serais même pas choqué que ça soit du low cost en connaissance de cause. Tu vois, Oui, on sait que ça sera pas très bien, mais nous, ça nous fait économiser de la thune et tant qu'on fait semblant et qu'on fait des visites et qu'on voit pas trop les problèmes et qu'on les prévient quand on va faire la visite et tout, bah en fait finalement c'est gagnant-gagnant et si le gosse il a un bleu parce qu'il est tombé de l'armoire parce que la meuf était sur son téléphone, bah YOLO, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et après, oui. Mais et tu vois, on arrive au point sur lequel on arrive tout le temps quand on parle de service public, qui est que c'est toujours des histoires d'arbitrage financier, quoi. En fait, c'est toujours des histoires de système, genre comment le système est conçu, donc comment on sélectionne, comment on contrôle, etc. Et d'arbitrage financier. Et tu vois, genre, effectivement, moi, ça me choque pas. Enfin, tu vois, t'es un élu local ou t'es un machin, tu dois faire des arbitrages financiers tout le temps. Et du coup, est-ce que tu prends une meilleure crèche ou est-ce que tu fermes la piscine municipale, tu vois, genre, en gros. Et moi, je suis d'accord qu'il y ait des arbitres, comme tu dis, genre, que ce soit fait en connaissance de cause. Mais à la rigueur, c'est pas un problème pour moi, mais au moins que ce soit explicité, quoi. Qu'on dit, bah là, on a renoncé on fournit un service un peu plus dégradé pour les crèches pour permettre à tel service de continuer. Enfin, tu vois, au moins que ce soit explicité plutôt que ce soit caché. Ouais. Mais je pense que justement, du coup, vu que c'est pas entendable, parce que les gens, ils sont un peu au taquet sur les enfants, c'est assez admis que ça sera jamais dit. Voilà, je pense qu'il y a aussi ce jeu-là. Enfin, tu vas pas dire oui. J'accepte de mettre une crèche low cost. Enfin, juste les gens ils pèteraient un câble, tu vois. Non, mais tu peux présenter les arbitrages, tu vois. Je pense qu'on sous-estime qu'on considère que les gens sont trop teubés. Genre, tu peux dire, bah une crèche ça nous coûte tant. Si on veut maintenir la qualité de service, ça va nous coûter tant. Mais du coup, on n'a pas le budget pour maintenir et la crèche et la piscine. Il faut choisir, tu vois. Enfin, j'ai un peu des doutes, mais bon. Oui. J'ai pas d'argument. Non, mais moi non plus. Et puis même on sait pas comment ça se présente. Mais, oui. Mais en gros, pour moi, il y a une histoire de comment le système est fait. Donc, ce qu'on disait sur les critères de sélection et la fréquence et la qualité du contrôle derrière. Et là, pour moi, clairement, il y a une défaillance, tu vois, dans des deux côtés, quoi. Genre, on a trop privilégié le prix et on n'a pas bien contrôlé derrière. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de corrigeable, quoi. Je sais pas comment on dit. Et après, il y a l'autre truc à l'impossible, nul n'est tenu. Et les élus locaux et nationaux, ils ont des injonctions contradictoires dans tous les sens. Il faut parfois rentrer un peu dans le détail des finances et des arbitrages financiers avant de porter un jugement, tu vois. Mais bon, tu vois, là, en discutant avec toi et en réfléchissant, tu vois, je me dis, est-ce que ça pourrait pas être malin que ça soit transparent, en fait, le prix par berceau par an? Oui. Et bah oui, je suis d'accord, c'est relou parce que ça dévoile les prix à la concurrence, mais en même temps, ça envoie un message fort en fait, vous ne serez pas jugé sur le prix, vous serez jugé sur la qualité. Et donc, disons que pour un prix donné, les gens vont essayer d'offrir des trucs de qualité. Bon, après, les idées que j'ai comme ça en live, et voilà, ça vaut peut-être rien, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, ça fait réfléchir. Donc, je termine juste avant qu'on passe aux finances. Là, pour donner des chiffres, tu as quand même des témoignages de RH qui disent que 80% des employés ont moins de 2 ans d'ancienneté. Il y a un énorme turnover, absentéisme de plus de 25%. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît beaucoup. Et sur l'absentéisme, Durieux aurait répondu « Pourquoi lutter contre quelque chose qui me rapporte de l'argent ?» Donc voilà, il nous redonne le sourire quand même. Putain, mais Durieux, c'est un champion.
Mais c'est marrant parce qu'on n'en a plus beaucoup des comme ça, des vrais méchants, Oui. comme dans les films. Tu vois. Genre, maintenant, on a des méchants un peu subtils, tu vois, genre Bernard Arnault, tu vois. Genre, alors que lui, c'est vraiment genre, il caresse son chat comme ça et il est vil, tu vois. Genre c'est stylé, tu vois, c'est bien d'avoir. C'est comme d'avoir des vrais racistes, tu vois. On n'en a plus beaucoup, tu sais, qui sont là, les noirs, tu vois. Genre maintenant, on a du racisme subtil en mode. Oui, non mais... En mode Israël ne fait que se défendre, tu vois. Mais non mais là le truc c'est que lui il est décrit comme le gars bourru qui est pas des milieux d'élite, qui s'est fait un peu tout seul, un peu grande gueule, un peu beauf. Enfin, je sais pas si les mots sont bons, mais voilà, il est décrit comme ça. Et donc, dans le cadre de ce personnage, voilà, c'est pas étonnant qu'il soit là, genre, ouais, de toute façon, ils ont qu'à pas venir, ça me fait gagner de l'argent. Voilà. Il est stylé, il fait kiffer. Voilà, il fait kiffer. Il régale Christophe. Et pour finir, ce qui est drôle, c'est que Christophe, en gros, son dada, c'est de piloter les hélicos. Et donc, il a un hélico People and Baby. Je le dis, c'est ridicule. Ah, bah voilà où part l'argent. Voilà, il a un hélico People and Baby et il aime bien le piloter. Et donc, j'imagine que ça lui fait du pilotage gratuit. Genre, je sais pas quel est le concept. Mais bon, vient un moment où, par exemple, où il fallait discuter des avantages sociaux pour les employés de je sais plus quelle entité. Et en gros, il fallait discuter des tickets restaurants. Est-ce qu'on donne des tickets restaurants? Est-ce qu'on donne pas des tickets restaurants? Et juste Durieux, il est venu à la réunion, mais en hélico, tu vois. Et donc, en gros, juste, ça coûtait le prix des tickets resto, tu vois. Donc, juste ça n'a pas de sens, tu vois. Mais bon, c'est lui qui pilote, il est content, voilà. Donc c'est un génie. Et donc, en effet, là, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Donc, il y a une sorte de fil rouge dans tout le bouquin qui est en effet que la société People and Baby perd de l'argent. Et donc, elle doit toujours trouver des nouveaux investisseurs pour renflouer les caisses. Et c'est pas forcément clair dans le livre quel est l'intérêt de perdre autant d'argent, c'est quoi le but? Enfin, c'est quand même chelou. T'es Christophe Durieux, c'est ton entreprise. Pourquoi tu perds de l'argent? Peut-être à un moment, faut arrêter. Et à un moment, il pense qu'il a trouvé la réponse. Et donc, ça sera à vous de juger. Mais la réponse serait dans le patrimoine immobilier de Christophe et Odile Durieux. Et donc, on parle de entre 100 et 150 millions d'euros de patrimoine immobilier, avec 7 millions d'euros annuels de loyer. Et en fait, elle est où la feinte? Devinez de quoi est constitué son patrimoine immobilier. Des crèches. Des Ah, vous êtes fort, ok, je pensais que vous n'alliez pas deviner. Ok, donc c'est constitué de crèches. Et les crèches, il les loue à qui? À lui-même, quoi. People and Baby. People and Baby. À sa société, quoi. Et donc, après enquête, l'auteur constate que les loyers des crèches de Durieux sont évidemment surévalués par rapport au prix du marché. Voilà, alors ça, en fonction de la crèche, ça peut aller de 10 à 60%. Plus cher que le marché. Ouais. Mais donc, en gros, sa société perd peut-être de l'argent, mais lui, il a ses bâtiments et sa société lui paye un loyer qui est, du coup, on va dire, très supérieur à ce qu'il devrait lui payer. Et si j'ai bien compris comment ça marche, ce genre de truc, quand t'es Babylou, quand t'es les autres crèches, tu peux pas faire ça parce que t'as un conseil d'administration qui doit valider ce genre de truc. Et pourquoi lui, il a pas de conseil d'administration? Lui, justement, je pense que c'est vu qu'il possède la société, en fait, ah oui. c'est lui qui parce décide, que Babylou et les autres, les petits chaperons rouges et tout, c'est pas des trucs privés? Enfin, c'est quoi? Je comprends pas. Comment du coup, ils ont. Là, t'arrives à la. Mais Georges pourra peut-être nous expliquer, mais en gros, oui. Non, en gros, c'est des actionnaires qui les possèdent. Tu dois. En fait, ça dépend de quel est le niveau de contrôle que tu as sur ton entreprise. Tu vois. Par exemple, si tu es une entreprise qui a été fondée par un individu, par exemple, qui détient 100% des parts de la boîte, et après, il a agrandi la taille de l'entreprise. En gros, l'entreprise était rentable, et du coup, il a réinvesti les profits de l'entreprise ou il a fait des emprunts bancaires. Donc, en gros, réinvestir les profits d'une boîte ou faire des emprunts bancaires, tu gardes 100% du contrôle de ta boîte.
Tu vois, tu ne fais pas rentrer des investisseurs extérieurs parce que tu es autofinancé et tu as été solide. Tu vois. Et du coup, si tu fais ça, tu peux garder le contrôle de ta boîte, genre 100%, 90%, 80%, 70% des parts de la boîte. Et du coup, en fait, tu prends des décisions unilatérales, il n'y a personne qui rentre en jeu, tu vois. Et donc, en fait, tu peux être très opaque et tu peux globalement faire ce que tu veux. Ok. Et donc les autres sociétés, les Babylou et les machins, c'est parce qu'il y a des investisseurs qui sont rentrés à des moments. En fait, quand tu veux être soit entré en bourse, soit faire rentrer des investisseurs, souvent les acteurs institutionnels ils demandent des pratiques de bonne gestion. Tu vois. Ouais, et une des pratiques de bonne gestion, c'est d'avoir un conseil d'administration. Et dans le conseil d'administration, les membres c'est souvent des acteurs externes qui doivent pas avoir de lien avec les fondateurs d'entreprise. Genre, tu peux mettre ton frère ou ton, tu vois. Et souvent, l'investisseur, ça dépend de combien il met et quel est son ticket et quel est le pourcentage qu'il a dans la boîte. De ce que je comprends, il impose au conseil d'administration quelqu'un, tu vois. Il dit, OK, moi, je mets 20% dans ta boîte. Enfin, je prends 20% de ta boîte. Par contre, tu me prends et je veux assister à tous les conseils d'administration et je peux prendre des décisions. Et sachant que le conseil d'administration est assez puissant, il peut décider d'éjecter le fondateur. Tu vois. Il peut dire le directeur actuel n'est pas pertinent, je le jarte. Arrête de spoiler. Il s'est passé ça. Ok, bon, bref. Et ce qui est arrivé, par exemple, avec Steve Jobs chez Apple. Tu vois. À l'époque, il s'est fait têche de sa propre boîte par le conseil d'administration. Ah ouais, ok. Et après, voilà, je suis pas sûr, je suis pas expert des rouages, mais de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, quand tu es sur solide et que tu as créé ta boîte et que tu as été autofinancé, soit par emprunt, soit par profit, en fait, tu peux globalement faire ce que tu veux. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était le cas de... Et par exemple, c'est le cas de... Durieux, ouais. Et donc sur cette note-là, maintenant qu'on a compris que ce qu'il faisait avec son patrimoine immobilier, je propose de mettre en jeu un nouveau NFT. Le NFT Christophe Durieux. Est-ce que tu peux le montrer, Georges? Parce que et donc je vous interdis de faire un screenshot, hein, c'est comme d'habitude. Il faut l'acheter. Et donc celui-là, c'est... Vas-y, mets-le en grand. Voilà, je vous le mets. Interdiction de le screenshot. Hein, ça, c'est le NFT Christophe Durieux. Et donc, c'est 1 Bitcoin. Pas cher, hein. Faut se l'arracher. C'est en même temps... en même temps, il y a c'est un exemplaire unique. C'est un exemplaire unique. C'est un Bitcoin BIT, hein, pas BITE. Je me suis déjà fait niquer 2 fois. Donc, n'hésitez pas. Ok. C'est une occasion unique. Et donc, la fin de cette histoire, Georges a un peu spoilé, mais parce que tu connaissais pas, mais forcément, ça finit comme ça. Donc sans rentrer dans les détails, vu qu'ils perdent de l'argent, c'est ce qu'on expliquait, ils doivent faire rentrer des investisseurs toujours pour renflouer les caisses. Sauf qu'au bout d'un moment, le fonds d'investissement, quand ça commence à être trop la merde, il renfloue les caisses, mais il met ses conditions, quoi. C'est-à-dire qu'il dit je vais renflouer les caisses, par contre je veux avoir mon mot à dire sur les décisions de l'entreprise, sur les stratégies, voilà. Et donc il a un peu envie de prendre les commandes de l'entreprise pour la redresser. Et c'est ce qui finit par arriver avec le fonds d'investissement Alcentra, je ne sais pas comment ça se prononce, ALCENTRA. Et donc avec ce fonds d'investissement, il passe dans un espèce de mode de co-direction avec Christophe Durieux. Et évidemment, la cohabitation avec Cricri est très compliquée. En plus, les gars découvrent le patrimoine immobilier de Cricri. Ils découvrent qu'ils ne payent pas les fournisseurs. Ils découvrent tous les procès qu'ils ont au cul. Et ils ne sont pas particulièrement satisfaits de leur investissement et de la situation. Et arrive même un moment où ils proposent de payer Christophe Durieux 20 millions d'euros pour qu'il se casse. Waouh, tellement ils en peuvent plus, quoi. Et tu sais, ça me fait penser au mème là, que je t'ai envoyé où tu sais, t'as un mec qui dit I'm gonna pay you $100 to fuck off. et en gros, ça me fait... Ah, vas-y, on va le montrer. Voilà, ça, c'est un de mes mèmes préférés. Mais ça existe vraiment, il y a vraiment un mec qui a dit c'est stylé. Je crois que c'est une vraie vidéo, ouais. C'est une vraie vidéo YouTube. Et donc, ça me fait penser à ça. Mais évidemment, il refuse. Donc, c'est vraiment
Il s'accroche, quoi. Ouais, c'est mon idole. Mais alors, c'est quand même, Alcantara finit par débarquer au siège, alors il dit avec les Men in Black dans le livre, donc j'imagine qu'ils ont trouvé un procédé juridique et ils virent Cricri. Et voilà, donc en gros, ils arrivent au siège et ils font « Ouais, maintenant tu dégages. C'est nous, c'est à nous l'entreprise. » Et voilà, juste, ils ont ouvert la console, ils ont tapé... Kickban underscore Christophe Durieux Hunter et juste voilà et là Christophe il part comme un prince et il envoie un mail à tout le monde comme quoi Alcantara a asséché les comptes de People and Baby en prenant les mauvaises décisions et que maintenant il leur achète pour pas cher et que c'est un putsch d'un fonds d'investissement étranger pour prendre possession d'une entreprise française familiale machin. Ah ouais, mais il re-raconte ça doit être spécial quoi. D'être dans sa tête, je sais pas. Après, peut-être il a un peu raison, je me rends pas compte, mais bon, il a l'air quand même d'être spé, quoi. Donc voilà, pour boucler la boucle, pour finir l'histoire de Christophe Durieux. Ouais, mais tu vois, comme quoi, bon, après, il faut voir les issues des procès et tout, mais entre-temps, le mec, il s'est enrichi, il est pété de thunes, il a pas subi trop de conséquences, j'ai l'impression de... Eh ben, c'est exactement ça, la conclusion du bouquin. C'est qu'en fait, tu vois, finalement, le fond du sujet, c'est que c'est un mec vénal, et entre-temps, il a acheté ses appartes, il les a loués, machin, il a fait de l'abus bien social avec son hélico, il s'est mis bien, et il a provoqué de la détresse dans des familles, et il a assis sur 50 millions, tu vois. C'est exactement ça, la conclusion. C'est à la fin, l'auteur, il dit que quand il pense... à la maltraitance des enfants, au chauffage d'appoint, aux cassures dans les courbes de poids, au drame de Lyon, aux arnaques au chômage partiel, aux fausses heures déclarées, aux économies sur les repas, aux fournisseurs pas payés, aux retraités qui attendent devant le siège parce que personne ne lui paye son loyer, à tous les cadres qui ont été mis en examen pour diffamation alors qu'ils essayaient d'alerter, à tous ceux qui sont au bout du rouleau dans les cadres, qui n'en pouvaient plus, à toutes les mères qui sont rongées par la culpabilité d'avoir mis leur enfant là-dedans. Quand ils pensent à ça, d'un côté, et qu'après ils pensent à Christophe Durieux, c'est ce que tu dis, avec ses 150 millions de patrimoine immobilier, ses villas de luxe à Saint-Barth, Bali, Grèce et Dubaï, et son fils qui fait la pub de son train de vie sur Instagram, dans les Infinity Pools et avec sa coupe de champagne, tout ça. Eh ben, il dit, ça fait réfléchir, quoi. Ça fait réfléchir. Et c'est une histoire qui, sans doute, c'est plus intéressant qu'un texte explicite. Je trouve que c'est une histoire qui fait réfléchir sur l'époque qu'on est en train de vivre. C'est un peu ce que tu disais, Georges, quoi. C'est moralité de l'histoire. Voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, quoi. Donc tu as conclu. Après, il y a des procès qui sont en cours, j'imagine. Et tu sais, il y a des. Enfin, j'y connais rien, moi, légalement, comment ça marche. Mais après, tu peux être accusé à titre personnel quand tu es un dirigeant d'une entreprise des défaillances de ta boîte. Enfin, tu vois, peut-être qu'à un moment, il va se faire rattraper par la patrouille, j'en sais rien. Mais on espère. Ouais, non, mais s'il a fait. Après, en général, ce qu'ils font, les dirigeants, c'est qu'ils disent toujours: ah oui, moi, j'étais pas au courant, j'ai délégué et je ne savais pas. Tu vois. Voilà, l'avantage, c'est mais là, il y a les mails. Il écrivait pas mal de mails. Ouais, l'avantage, c'est que Cricri, il est solide, tu vois. il était en confiance, quoi. C'est ça. Et ben voilà. Donc mais du coup, parce que là, on en sort. Ok, il y a l'histoire de Christophe Durieux. Bon, voilà. La conclusion est pas forcément très réjouissante, mais est-ce que, lui, l'auteur, il a écrit ce bouquin pour raconter cette histoire en particulier, et est-ce qu'il essaye de faire passer aussi un message sur le fonctionnement des crèches, de la garde d'enfants et tout ça, genre est-ce que parce que quand même un peu en sous-texte, j'ai l'impression qu'on dit, que tout ça dit ce que disait Georges tout à l'heure, c'est que quand même ça a pas l'air d'être je sais pas comment dire, optimale la façon dont sont gérées ces crèches par l'État, quoi, du coup, en fait. Ouais, mais en fait, pas que par les trucs privés qui... En fait, ce que j'aime bien, je vais faire un parallèle de merde, tu vois, mais juste pour que les gens comprennent ce que je veux dire.
tu sais, souvent, dans la mythologie, on te raconte des histoires. Et en gros, c'est jamais explicite c'est quoi la morale de l'histoire ou exactement ce qu'il faut faire. Mais juste, l'histoire, elle est assez généraliste et assez floue pour que, en gros, tu comprennes mieux que si on t'avait dit explicitement ce qu'il fallait faire. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là où, Georges essayait quand même de dire peut-être il faudrait faire cette réforme ou cette réforme ou cette réforme. Mais je trouve dans cet épisode, c'est très narratif dans le sens où ça reste une histoire. Et donc, finalement, t'en tires énormément de choses un peu implicites, un peu sur tous les fronts. Et donc, là, dans ta question, quand même, tu demandes explicitement c'est quoi les conclusions et qu'on peut tirer et qu'est-ce que l'auteur veut dire. En fait, c'est sans doute à chacun de les tirer, là, j'ai envie de dire, parce que parce que c'est pas explicite, finalement, dans le livre. Ah oui, il faut faire ça, tu vois. C'est juste, il te montre ce système du low cost, il te montre ses dérives, il te montre comment ça se passe au gouvernement, il te montre un peu les préoccupations de chacun pour payer moins cher, voilà. Et il te montre ça et il te dit, voilà, je te le montre, quoi. Et je sais pas s'il y a un truc explicite derrière. Mais chacun, on peut se dire... par exemple, moi, ce qui me préoccupe, c'est ce sujet du low cost et que tout le monde tire les trucs vers le bas et que c'est avilissant. Mais je pense qu'il y a des mères qui seront choquées par comment les enfants ont été traités. Alors que moi, typiquement, je me dis, ok, il a un petit pot à la place de son repas. Peut-être moins grave. Donc chacun, il trouve son compte, je pense. Enfin, tu vois. Ça répond pas à ta question, du coup, mais... Non. Putain, elle est pas satisfaite. Non, mais j'avoue que tout au long de l'épisode, c'était un peu ma frustration parce que je m'attendais pas tellement, mais bon, voilà, c'est son choix et tout. Je m'attendais à un peu plus, justement, d'explicitation. Parce qu'en fait, je trouve un peu plus d'explicitation de, au moins, des éléments de... Je sais pas si je voulais des solutions, mais de mieux comprendre les problématiques de fond. Or là, on est resté que sur une histoire et ok, la description des dérives. Donc, mais du coup, tu vois, comme si on voyait pas vraiment la source du truc, tu vois. J'ai toujours pas la source des problématiques. Or, on en entend parler quand même depuis longtemps de ces sujets-là. Je me suis rappelé d'un reportage là-dessus à la télé. C'est avéré depuis plusieurs années qu'il y a des difficultés de recrutement dans ce secteur-là et que du coup les équipes sont souvent en souffrance et tu peux pas ouvrir toutes les salles que tu peux alors que tu pourrais avoir plus de place mais t'as pas assez d'équipes et tout ça. Du coup je restais un peu sur ma faim. Enfin, pendant tout l'épisode j'étais un peu sur ma faim de ok, donc ça nous raconte un peu plus en détail et j'avoue que je savais pas qu'il se passait que ça allait jusque là du coup les dérives, que c'est pas juste il manque du personnel et voilà, c'est genre on va vraiment loin dans je sais pas, dans le bordel quoi. Enfin, ça crée une situation vraiment complexe, mais du coup je suis un peu frustré. Ça reste une histoire, ouais. Ça mais reste, bon, voilà, ça reste une histoire. On a des éléments un peu concrets peut-être qu'on n'avait pas forcément. Mais pour se rendre compte aussi, c'est vrai que ça permet de se rendre compte où on en est, quoi. Enfin, vous avez décidé de privatiser un truc qui était public. Vous avez décidé de faire des appels d'offres où vous privilégiez le coût. Voilà, une des issues voilà une des issues, voilà ce qui s'est passé et ça. Et voilà. Non mais oui, c'est ça, c'est plus cet angle-là, quoi. Quelque chose à rajouter, Georges ? Non, moi je trouve ça cool. Et puis j'aimerais saluer le travail du journaliste. Pour le coup. Enfin, tu sais, c'est toujours la même histoire. On aime bien chier sur les journalistes, mais il y en a, ils font du taf de malade et ils enquêtent et ils sont chauds et ils produisent des bouquins et des trucs fouillés. Donc c'est stylé. Là, j'étais agréablement surpris. Tu vois, il faut retirer du statut à Pascal Praud et à Hanouna et en rajouter à comment il s'appelle ? À Victor Castanet.
Voilà, Victor Castanet. Victor Castanet. Enfin, puis globalement, le journalisme d'investigation. Enlève le statut de Pascal Praud et Cyril Hanouna et te le donne. Voilà, Christophe. Victor. Et puis même, globalement, le journalisme d'investigation, en général, c'est quand même assez stylé. Encore plus quand c'est écrit plutôt que télé. Parce que du coup, c'est moins putaclic, c'est souvent plus fouillé, tu vois. Non, mais pour pas faire 3 heures, mais en gros, oui, j'étais très agréablement surpris par à quel point le mec c'est devenu une star après Les Fossoyeurs, à quel point il a vraiment réussi à avoir la masse de témoins, la masse de documents. Ouais, puis en plus, je crois pas que ça vraiment, tu vois, c'est un tu fais gros un bouquin, taf. enfin, tu fais pas beaucoup d'argent en vrai sur ça, tu vois. Genre, le mec se donne quand même, tu vois. Ouais, j'avoue, je me rends pas compte. Mais oui, le mec se donne. Enfin, tu vois en lisant le bouquin que c'est un taf énorme. C'est pas un mec qui s'est dit je vais écrire un truc et je vais demander à 5 personnes leur avis. C'est un vrai taf, quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte le nombre de témoignages et de documents qu'il y a dans ce truc-là. Donc ouais, donc chapeau quand même au gars, ouais. On va l'inviter sur le Nectar. C'est ça. Et Pascal Praud aussi. Un débat. Voilà. Mais pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on reçoit Inès Vandamme pour parler de son parcours lors de la dernière saison de Danse avec les stars. Désolé. J'ai cru que c'était un vrai truc que tu étais en train d'annoncer. Pourquoi c'est pas un vrai truc? Ah bon, c'est un vrai truc. Putain, mais je savais pas qui était Inès Vandamme. Putain, t'es renseigné, hein. Il est chaud. Moi, je sais pas qui c'est non plus. Ah, elle sera là. Elle sera là. Donc, on apprendra à la connaître. Et bah, bisous. Ouais, bisous. Merci. Salut. Je suce le micro là comme il faut. Ah, ça a grandement amélioré la qualité sonore de nos interventions. Depuis le début, je te dis, il faut se rapprocher du micro. Ouais, non, c'est vrai que c'était un truc, moi je disais plutôt qu'il fallait pas le faire. et Georges, dans sa grande sagesse, au 101e épisode, décidé de se rapprocher du micro. Oui, de toute façon, on est Shadowman. De toute façon, on est Shadowman.